Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, un est ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou, qui court partout, pense que la mise en publicité va hésiter encore longtemps. Soir de l'Halloween. Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission des Chiens Fous. Alors on a été hanté pendant quelques instants. Le fantôme de la console s'est fait aller et il semble que les problèmes techniques soient à présent résorbés. Alors bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir Claude. Salut. Et bonsoir Robert Sirois. Et bonsoir, merci de m'accueillir dans vos studios de Saint-Jérôme, superbe studio. Merci. Pour moi, c'est un retour après un an d'absence environ, il faut citer. Ceux qui me connaissent savent que j'étais en onde il y a 2 ans, régulièrement les mercredis soirs. Alors, je vais vous accompagner dans vos... Pérégrination. Dans vos délires. Et on va parler sport avec moi. J'ai beaucoup de sujets qui se rapprochent directement à la discrimination systémique des Québécois et des Québécoises comme athlètes pour les Jeux olympiques. Rien de nouveau sous le soleil canadien. Oui, je sais que tu étais en avance sur ce concept-là de racisme systémique depuis longtemps. Veux-tu dire aux auditeurs, rappeler le titre de ton fameux livre? En tout cas, le livre qui m'a fait connaître que... Ça s'appelait « Le Québec mis en échec, discrimination contre les Québécois dans la Ligue nationale de hockey », qui était un livre de faits et d'études sur 40 ans de la Ligue nationale de hockey, de 70 à 2009-2010. En gros, tu disais quoi? Tu disais que, si je me souviens bien, que les Québécois, au rang où ils sont repêchés, c'est disproportionnel, c'est pas également proportionnel avec leur rendement. Oui, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de faits, des équipes qui avaient presque jamais repêché de Québécois, d'autres qui en repêchaient pas mal plus, surtout à la période canadien-nordique. L'utilisation des Québécois, à talent égal, est-ce qu'on choisit un Québécois ou un good old Canadian boy, un paquet de faits, des vrais chiffres, basés sur 40 ans de hockey dans la Ligue nationale de hockey, pour arriver à un bout où, finalement, dans cette période de 40 ans-là, seulement moins de 200 Québécois ont joué dans la Ligue nationale de hockey pendant 40 ans. Dans ces 40 ans-là. C'est quand même incroyable. Plus de 3 saisons. Plus de 3 saisons. 200 matchs, là. Et qu'est-ce que tu réponds? Un peu, je vais terminer. Oui. Et seulement 61 Québécois ont réussi à jouer plus de 3 ans dans la Ligue nationale de hockey sans avoir porté l'uniforme du Canadien ou des Nordiques. Alors là, on parle de 40 ans de hockey, où ce que seulement 60 Québécois qui avaient réussi à jouer dans la Ligue nationale de hockey plus de 3 ans, puis ces 60-là avaient tous été soit capitaines de leur équipe, joué au match des étoiles ou joueur numéro 1 sur leur équipe. C'est incroyable. Alors, ça, c'est un chiffre qui, tu dis, ça n'a aucun sens, il se passe de quoi, puis justement, c'est 300 pages de recherche, de chiffres, de données. C'est vraiment incroyable. Hein? Qu'est-ce que tu réponds, par exemple, aux gens qui vont nous dire, par exemple, qu'il n'y a pas suffisamment de talent au Québec pour c'est avoir de la un bullshit. recrutement? C'est tout de la bullshit, ces histoires-là. Là. Écoute, si on va juste tomber sur une chose. Si les Nordiques n'avaient pas quitté Québec, là, seraient restés à Québec, des Québécois, on aurait eu le double dans la Ligue nationale de hockey. C'est que des joueurs de 3e, 4e trio, ils n'en veulent pas dans la Ligue nationale des Québécois. Faut que tu sois un exceptionnel, c'est pas compliqué. Mais les Nordiques et le Canadien de Montréal avaient une grosse guerre entre les deux. Tu as 127 joueurs québécois francophones qui ont joué soit pour le Canadien ou pour les Nordiques pendant cette période-là. Il faut savoir qu'une fois que tu joues pour le Canadien ou les Nordiques, après ça, ça fait qu'il peut te relâcher, tu t'es fait un nom. Hein? Tu t'es fait un nom, les autres clubs ont vu qu'ils pouvaient jouer dans la Ligue nationale, que ce soit sur un 3e, 2e, 4e trio, whatever, mais le gars s'était fait un nom. Mais si personne les amène, donc c'est difficile pour une équipe de ne pas choisir, par exemple, un joueur qui est la crème, mais pour le reste, il y a comme un mot. Pour le reste,
n'en veulent pas. À talent égal, ça. la Ligue nationale de hockey, c'est ça. À talent égal, on choisit pas un Québécois, mais on choisit pas un Américain non plus. Puis on choisit pas un Russe non plus. Puis on choisit pas un Européen non plus. On choisit un good old Canadian boy. Bob, tu nous en gardes un petit peu pour ta chronique tantôt. Ah, ben, je parlerai même pas de ça. Je parlerai d'autres choses, mais ça a rapport avec ça, là, oui. Très hâte de t'entendre donc pour ta chronique qui s'en vient tout à l'heure. Et pour maintenir la tradition, moi je dirais, on commence ça avec Claude Veilleux aujourd'hui et sa chronique à fond de train. Puis, alors nous en sommes à la première chronique de l'émission, c'est la chronique de Claude Veilleux. Alors, salut Claude. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, ça va un petit peu déborder, je dois t'avouer, parce qu'habituellement, on a les talents, les doigts magiques, les doigts de fée de François Bénard, notre technicien maison, et qui est aussi assisté à distance par Jean-Marc Drolet. Les deux sont absents. Le grand chantre de la cité montréalaise qui œuvre à partir du studio de Montréal. Mais malheureusement, effectivement, dans le cas de Jean-Marc, il est pris à l'extérieur et François aussi est pris à l'extérieur, mais un autre extérieur. Je pense que Halloween, tous les deux. Ouais, il va être en surdose de sucre. C'est l'Halloween, on veut des bonbons! Alors, on le salue cordialement. Et Claude, tu nous parles de quoi ce soir? Ben, écoutez, j'ai une chose à vous dire, là, puis après ça, moi, j'arrête de parler, là. Écoute, c'est Trudeau déguisé en Superman. Ça, c'était trop, là. Non, mais écoutez, là, vous savez, tu sais, ça veut dire soit on l'a conseillé, tu sais, on a dit, hey, continue à jouer ton rôle, là, de quelqu'un, là, tu sais, qui est à la mode, puis qui est quand même extraordinaire. Là, tu le vois, il descend les escaliers, puis d'habitude, je parle pas trop de ces choses-là, là. Mais là, il descend, puis il dit, là, vous avez été étonné de voir que votre premier ministre est déguisé en journaliste, là, il est déguisé en Clark Kent, là, puis là, sa chemise est déjà pré-déboutonnée. Hein? Fait que là, il faisait déboutonner, puis là, tu vois le S de Superman, puis là, il s'en va. Quel faux cul! Quel faux cul! Non, mais lui, écoute, je vais juste dire une chose, là. Vous votez pour ça, vous êtes vraiment en crise d'épée. Non, excusez-moi, j'ai sacré. Non, mais vraiment, là, écoute n'importe quoi, là. Je regardais le nouveau, là. Pas de respect quand même aux citoyens québécois qui mangent la ont merde. envoyé 40 Qui mangent la merde. libéraux, fédéraux. Non, mais vraiment, un pareil tweet, asti. Non, mais je peux comprendre. Tu sais, quand je fais de l'analyse sérieuse, des fois, puis je dis, bon, ben, les gens, bon, ils ont tassé un peu, puis ils ont mis l'autre à la place. Vous savez, c'est un système bipartite, là. Tu sais, tu prends un parti ou tu prends l'autre. À ce moment-là, c'était un peu anybody but Harper, là. Ouais, c'est ça. Donc, je suis capable de faire de l'analyse sérieuse, mais là, je me dis une chose, là. Ne votez plus pour ce genre de crapet soleil. Faites n'importe quoi. Ne votez pas. Moi, je fais pas partie de ceux qui font la morale pour dire qu'il faut voter. Puis, non, si tu veux pas voter, tu votes pas. C'est tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que là, Justin Trudeau, vous savez, si vous n'êtes pas indépendantiste, dites ça à quelqu'un. Si vous n'êtes pas indépendantiste, il y a Andrew Scheer qui s'en vient, là. Donc, c'est un conservateur de l'Ouest, là. C'est déjà 1000 fois mieux que Trudeau. Tu sais, une tête quand même bien faite, là, puis tout, là. Donc, c'est fini, ça. En tout cas, ça, c'était pour commencer. Toi, tu irais pas pour Martine Ouellette et le Bloc, là? Ah non, je parle pour quelqu'un qui n'est pas indépendantiste. Ah, OK. Donc, quelqu'un qui serait comme d'option fédéraliste à ce moment-là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis là, bon, écoutez, votez pour le nouveau. Anybody but Trudeau. Anybody but Trudeau. La même chose qu'on fait avec Harper, finalement. Quoi, c'est ça. Non, mais lui, c'en est ridicule, là. C'en est vraiment ridicule. Par contre, avec ce qu'on a vu à Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la popularité dont jouit Trudeau encore, par exemple, en Ontario, c'est loin d'être joué. Là. Il va falloir qu'il s'en passe encore pas mal pour qu'il se fasse débarquer. Pas certain qu'en Ontario, il soit encore si fort que ça. Là. Il est fort dans la région de Toronto, mais malheureusement le Québec. Malheureusement, oui. Mais dans l'Ouest, il finit. Même en Colombie-Britannique, où ce qui a réussi quand même à ramasser beaucoup de sièges, là, c'est fini là-bas, lui, là aussi. Les médias ne nous en parlent pas trop ici. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que Justin Trudeau est autant populaire au Québec?
L'ignorance des gens. L'ignorance. Écoute. L'analphabétisme politique, regarde, c'est très grave au Québec. C'est analphabétisme politique majeur ici au Québec. Puis, faut les comprendre aussi, là. Si tu regardes, si t'écoutes, tu lis nos médias, les vraies affaires, ils n'en parlent pas. Ils en parlent rarement, des vraies affaires. Non, c'est ça. Puis, on dit souvent, hein, pour le meilleur et pour le pire, ici au Québec, on est une petite société. Mm-hmm. Mais si tu regardes, par exemple, juste les gens qui sont souverainistes ou indépendantistes ou nationalistes, fais un tas avec ça, puis tu fais un gros tas qui n'est aucunement représenté dans aucun média. Ça, il faut le comprendre aussi. Mm-hmm. Bon, une fois qu'on a blâmé le peuple, parce que moi, je suis pas un anti-peuple, puis on est con, puis c'est ça, mais forcément, on l'est. Politiquement, on est con. Ouais. On est vraiment con, puis en plus, on est ce qu'on appelle libatardé. Ça nous aide pas. Libatardé, c'est un terme qu'on a inventé. Que nous avons développé. Mais chercher les boys, là. Oui, ça vient, comme tu connais l'anglais pas mal, t'as vécu aux États-Unis, les libtards. Ouais. Libtards, c'est-à-dire les libéraux attardés. C'est-à-dire qu'il y a une... Mais pas nécessairement membre du Parti libéral. C'est ça, il faut comprendre. Un libéral, c'est un progressiste. Ouais. Donc, c'est un progressiste, tu entends... Par exemple, Québec solidaire, là, mais ils se définissent comme étant des progressistes. Oui, c'est ça. Non, mais là, on ne parle pas de Québec solidaire. Ils sont progressistes en soi, mais ils se disent. Et voilà, et ça. Puis l'agenda libtard, c'est tout l'agenda qui se réfugie derrière les Nations Unies, qui se cache derrière cette notion vague d'une nouvelle démocratie. Quand vous entendez parler des SJW, les Social Justice Warriors, tout ça, là, avec leur agenda sur les transgenres, transsexes, puis envoyez donc, puis la féminisation de la langue française. Puis quand vous êtes là-dedans, là, ben vous êtes dans ce qu'on appelle l'agenda libtard, qui, je dois l'avouer quand même, s'oppose à un agenda, pour eux, dans ce cas-là, ils s'opposent au conservatisme. Et le conservatisme ne plaît pas trop au Québec, surtout depuis une certaine idée où on a, à partir de la Révolution tranquille, rejeté un certain obscurantisme. Donc, ça n'empêche pas que dans la population, il y a des gens qui, sans savoir, ça doit les agacer quand même hautement, cet agenda libtard, sans qu'ils le sachent. Parce que, vous savez, on va accuser quelqu'un. Par exemple, moi, on va dire, t'es un conservateur, je suis plutôt plus traditionnaliste que conservateur. Donc, un conservateur, dans le sens politique du terme, c'est une chose. Par exemple, si on prend juste, par exemple, on monte-tu ou on baisse les impôts? Donc, généralement, un conservateur politique va vouloir les baisser ou les geler. On ne touche pas à ça. Et un libtard, un libéral, lui va vouloir finalement le cœur porté sur la main, que finalement les riches cessent de contrôler. Donc, ça part d'une bonne volonté. Écoute, c'est une description des communistes quelque part. C'est du communisme quelque part. Oui. Ben écoute, moi là, c'est... je veux te dire, là, c'est tout le monde est les beaux, tout le monde est les fins. Les méchants, ce sont ceux qui ont des entreprises, ceux qui travaillent. Mais si je te disais, par exemple, que les gens sont, quand on dit le terme, nous, on a, moi, Christian et moi, on a francisé le terme pour libatarder. Bon, tu peux être libéral. Tu sais, moi, je le dis souvent, lecteur de Chateaubriand, qui était un libéral au 19e siècle. Je pense qu'au 19e siècle, j'aurais été libéral. C'est philosophiquement parlant. Maintenant, pour moi, c'est impossible parce que l'agenda libtard a pris le dessus. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire la gauche économique l'a échoué totalement. On s'entend avec le communisme d'une part, puis tous les partis de gauche ont échoué lamentablement devant ce qu'on appelle un néolibéralisme, un capitalisme débridé. Et toute cette mouvance de gauche-là s'est rabattue sur quoi? Sur l'agenda sociétal, le social. C'est changer donc la partie parce que vous savez, il y a des auditeurs qui ont des sensibilités à gauche et c'est pas eux que j'attaque. Pas les gens qui ont des sensibilités de partage de la richesse, ces choses-là. Quand j'attaque la gauche, moi, ou le côté libtard ou libatardique, parce qu'on a francisé le terme, j'attaque ceux qui veulent révolutionner la société.
Donc, moi, je ne crois pas du tout à ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'empirer. On le voit très bien. Moi, je suis dans le système d'éducation, là, puis je pourrais vous en parler des heures et des heures. Donc, cet agenda-là nous fait énormément de tort. Mais un petit peu la solidarisation de la société qui sonnerait un petit peu comme quelque chose comme... C'est un peu pour ça. Hein? Ça serait un reflet quand même relativement fidèle. J'écoute l'autre, puis dans ce mouvement-là, dans ce mouvement d'attardé, tuer l'identitaire... Ah, c'est une priorité. C'est la priorité. Oui, tout ce que tu entends maintenant, c'est ça. Mais pourtant, oui, ça se passe en France, un petit peu au Royaume-Uni, mais toutes les nations, là, tous les vrais peuples de nations, les vrais patriotes, il faut comprendre c'est quoi un patriote. Ben, il y en a dans tous les pays, dans les 193 pays qui sont aux Nations Unies et les 30 quelques autres nations qui ne sont pas encore des pays fédérés. Mais ce fait identitaire-là, on dirait que ce terme-là, là, libertardé, veulent tuer l'identitaire des nations. Pareil comme plus de frontières, pareil comme si... Voilà. Tu sais, ils sont vraiment dans une planète imaginaire, eux autres. Ils s'imaginent une espèce d'international communiste. Ouais, mondialisation. C'est ça. On les tire par la main, on a des petits rubans roses, on a des toilettes pour tous les genres qui existent, pour les 70 genres. On a... Il n'y a plus de guerre, c'est l'amour universel, on a passé par-dessus la nature humaine. Les humains ne sont plus des animaux. Ben, on le voit très bien dans ce qui se passe chez les souverainistes, parce qu'il faut comprendre, là, les souverainistes qui sont militants sont souvent ceux qui font beaucoup de bruit là, sur les plateformes, sont souvent des gens qui sont plus à gauche. Ouais. D'accord? Plus à gauche, puis ça ne les déprécie pas pour autant. Mais on voit que tout cet agenda, parce que tu me parlais là, de cet agenda libatardé, c'est comme ça, nous, qu'on l'a francisé, libatardé, ben, tu nous parlais que, par exemple, on lutte contre les frontières et tout. Et ça, c'est partout en France, c'est épouvantable. En Europe, là, en France surtout. Au-delà de ça, si on prend juste au Québec, juste cet agenda-là, comment il interagit sur notre connaissance, notre façon de voir, par exemple, faire un pays à nous, les souverainistes. Si tu vas sur le fameux Facebook, là, les plateformes, tu les vois tous crier au meurtre par rapport à ce qui est aux agissements de l'Espagne, Madrid, El Estado, l'État madrilène, c'est-à-dire l'Espagne, on crie au meurtre par rapport au déni de démocratie qu'on fait à l'égard de l'indépendantisme catalan. Ce serait facile pour quelqu'un qui arrive comme ça, qui n'en a jamais parlé, de venir dire « Ouais, voyez-vous, là, les Catalans sont en train de manquer leur coup. » Moi, je peux le dire. Je peux le dire parce que c'est enregistré. Comprenez-vous, quand l'émission que j'ai faite avec François et que je vais poursuivre bientôt, on en a parlé. J'ai invité, par exemple, Sacha Alexandre Gauthier sur l'effectivité de l'État, qui lui est allé à Barcelone. Et ça fait pratiquement au moins 1 an ou 1 an et demi là, qu'on en a parlé et on voyait ce qui s'était produit, le changement de stratégie, ce qui est en préparation et tout ce qui se passe. Le manque criant de préparation, en fait, sont arrivés, ils ont déclenché l'indépendance alors qu'il n'y avait aucun outil d'État à articulé, puis il n'y avait pas non plus de forces de sécurité, de forces armées. Mais bien entendu, tu as raison. Rien pour pouvoir sortir de bord. Tu as raison, mais pour revenir à cet agenda libatardé, c'est-à-dire que là, ce qui m'inquiète, moi, c'est pas que Barcelone réussisse pas à avoir, c'est-à-dire les Catalans réussissent ou pas à avoir leur indépendance. Moi, je vais vous le dire, là, si je connaissais, par exemple, un Catalan, je pourrais être sympathique à la cause. Ce que je déplore chez les indépendantistes québécois, beaucoup, là, c'est qu'il se crée, à l'intérieur de cet agenda libatardé-là, une internationale séparatiste. Moi, là, je suis pas indépendantiste québécois parce que l'indépendance est une valeur en soi comme telle pour tout le monde. Non, je veux que mon État soit indépendant de l'État canadien.
C'est ça. Donc, oui, je pourrais avoir des affinités avec les mouvements indépendantistes. Regarde comment est-ce que ça va, là. Catalan, voilà, Par exemple, ça va aller jusqu'où? Quand Couillard, qui était à décrier, quand il a dit, oui, mais là, vous vous souvenez, là, une couple de mois, quand il y avait eu le référendum, justement, là, il avait dit, oui, mais là, vous criez pour l'indépendance des Catalans, mais là, au nom du droit à l'autodétermination des peuples, mais qu'est-ce que vous allez dire quand ça va être les nations autochtones qui vont vouloir s'en prévaloir? Et là, moi, le premier, j'ai crié contre Philippe Couillard de ne pas défendre l'intégrité territoriale du Québec. Mais c'est ça, une fois que tu prends juste au nom du sécessionnisme pour la Catalogne, et en te réfugiant derrière une certaine idée de la démocratie où les Nations Unies, quelque part, un tribunal qui n'existe pas, un tribunal qui n'existe pas, devrait juger de qui a le droit de faire l'indépendance ou pas. On est vraiment dans l'agenda libtards, dans l'agenda libetardé. Un pays, ça se fait pas en disant oui, mais on y a droit. Personne, ce n'est pas une opinion, personne, messieurs, mesdames, n'a droit à l'indépendance, qu'importe le système. Pas nous, pas le Texas, pas la Catalogne. Tous les États qui veulent faire sécession doivent le faire. Puis en ce qui concerne la reconnaissance, s'arranger pour être reconnu, c'est d'abord avoir la fidélité de sa police, de sa fonction publique. Donc, il y a tout quelque chose à mettre en œuvre, contrairement à ce que les Catalans ont fait et qu'on a dénoncé. On a vu le changement de feuille de route quand Arthur Mas est parti en Catalogne. Donc, on l'a dénoncé. Moi, j'ai fait plusieurs émissions où j'en ai parlé souvent. J'ai même invité, je le disais tout à l'heure, Sacha-Alexandre Gauthier sur l'effectivité et on trouve ça terrible. On trouve ça terrible de voir, par exemple, le Bloc québécois déclarer là, dans des mimes là, sur Facebook, déclarer qu'ils reconnaissent l'indépendance de la Catalogne. Là, je peux comprendre que le Bloc québécois, parce qu'on m'a répondu, oui, mais le Bloc ici essaie de mousser l'idée d'indépendance chez les indépendantistes québécois en s'appropriant comme un déni de démocratie ailleurs pour faire en sorte de dire aux gens, regarde, voyez-vous ce qu'ils font les États centraux, là, donc mobilisez-vous, soyez déjà là, souverainistes, puis soyez prêt à vous battre au nom de la démocratie. Et moi, je dis que c'est la pire erreur de copier le modèle catalan. C'est clairement un mauvais exemple d'accession à la souveraineté. Puis c'est spécial parce qu'en même temps, je me souviens, il y a à peine comme 1 an et demi, 2 ans, on en parlait déjà à l'époque, on en a parlé toi puis moi ensemble, mais les indépendantistes en général, je parle, en dehors de nous autres, là. Puis les gens fondaient beaucoup d'espoir. Je me souviens de Pierre-Carl Pelado, alors qu'il était à la tête du Parti québécois, puis il était allé en Catalogne et il en parlait avec beaucoup d'espoir. Il parlait à la fois de l'Écosse, il y avait le référendum qui s'en venait à l'époque, et par la suite, donc... il est allé aux 2 endroits. Oui, il est allé, effectivement, il est allé aux 2 endroits. Alors, on avait vraiment bon espoir, je pense, à l'intérieur du mouvement souverainiste, qu'il y ait une vague qui parte et que le Québec puisse venir embarquer dans une espèce d'effervescence qui se serait créée. C'est ça. Tu sais, les trois nations, là, la nation québécoise, les Écossais et les Catalans, leur combat est complètement différent. Absolument. Je peux-tu dire une chose, Robert, que je m'en calisse, moi, des Écossais? Ben ouais. Je me fous des Écossais. Moi, ils sont venus ici. C'est eux qui ont foutu en merde. Des fois, on dit, les Anglais. Souvent, c'était les Écossais. Bon, vous savez, les Britanniques, là, aussi. Là. Ouais. Mais je m'en fous de leur combat. Ben ouais. Je m'en fous. Puis, souvenez les Catalans, quelque part aussi. Écoute, à quelque part, là, on a déjà assez de misère ici à essayer de se comprendre en tant qu'indépendantiste, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et puis, le débat, puis ça, il faut donner ça, là, c'est très, très bon. Ils ont réussi à faire complètement déraper le débat. Le débat, oui. Entre indépendantistes fédéralistes, maintenant, c'est rendu gauche-droite à l'intérieur même des indépendantistes. Ils ont réussi à faire ça, mais ils ont tellement bien fait ça. Souviens-toi, Bob, à quel point ils ont travaillé fort dans la première décennie des années 2000. 2000, 2010, là. Écoute, en 95, c'était quand ils ont en 95, puis c'est Jean Chrétien qui l'a dit lui-même, puis Gomery aussi, hein, la guerre, là, elle a continué. Eux, ils sont partis sur le chantier de guerre en 95 après le dernier référendum. Chuck Guité. On est en guerre, puis ils sont encore en guerre. Puis à 3 fois qu'ils ont une chance,
Ils frappent, puis ils ne gênent pas. Là, puis ici, on est... Ce que je reproche, là, on s'éloigne des Catalans. Je pense qu'on a assez parlé des Catalans pour l'instant. Là. Mais ici, on s'éloigne complètement de notre identité nationale. Ils n'en veulent pas. Ils veulent rien de rassembleur. Ils veulent ghettotiser. Non pas les nouveaux arrivants, les Québécois. Non, mais ça donne Bob dans le multiculturalisme à la canadienne. C'est ça, c'est de créer des petits îlots qui se côtoient côte à côte. Puis là, veux pas, t'as une gang à un moment donné qui arrive, qui elle est plus forte, est plus agressive, puis elle vient mopper le reste. Mais nous autres, ben, on a notre tradition de petits agneaux de la Saint-Jean-Baptiste, puis on se laisse manger sur le dos, puis on se dit, ben, qu'est-ce que vous diriez si, qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais, par exemple, qu'on a approché, pas moi personnellement, mais des gens que je connais, là, sur toutes sortes de projets. D'accord? Des députés du Parti québécois. Et dont l'un d'eux, que je ne nommerai pas ici, avait répondu à celui que je connais, pas de ceinture fléchée encore. Tu comprends-tu? Un député du Parti québécois, là. Donc, on voit très bien que ce sont des mange-mardes. Pas tous, là. Mais c'est des gens qui sont influents, se font élire, ne font que du vent. Hein, ne font que du vent. Donc, on délaisse, c'est-à-dire l'agenda. Tu défends quand même un peuple. Là. Le peuple, on veut bien qu'il soit augmenté par les néo-québécois qui arrivent, pour autant qu'ils se considèrent eux-mêmes, qui s'intègrent, qui se considèrent eux-mêmes d'abord comme des Québécois, bien entendu. Parce que tu veux bien les intégrer, mais ils ne veulent pas. Moi, c'est cette expérience-là que j'ai. Là. Moi, je viens de Montréal. Là, je suis arrivé à 7 ans à Montréal. J'ai vu que les immigrants, on voulait les intégrer, mais c'est eux qui ne voulaient pas, généralement. Tantôt, je voulais pas s'intégrer. Dans une de mes chroniques sportives, où on parlait de ça, là, de sport rassembleur qui intègre et des choses de même, mais en revenant au Parti québécois, parliez de mon livre tantôt, en 2009. Oui, le Québec les échecs. Environ 3 semaines après la publication, 2 semaines après la publication du livre, j'étais publié par les Éditions de l'Homme, j'ai reçu un coup de téléphone de ce qui se trouvait être mon attaché, qui s'occupait des médias puis tout ça. Fait que Laurence, elle me téléphone, puis elle dit, écoute, Bob, elle dit, il y a Pascal Bérubé, je connaissais pas Pascal. Pascal Bérubé, porte-parole du Parti québécois au sport. Il était député à ce moment-là, je pense que c'était sa première année au Parti québécois, qui veut te parler. Ben, c'est correct, Fait que, il donne mon numéro de téléphone, il me téléphone, il dit, écoute, Bob, il dit, Madame Marois, elle a lu ton livre, elle aimerait ça te rencontrer en privé la semaine prochaine, puis que tu rencontres tous les députés, tu amènes tes livres, puis ils vont tous t'en acheter un, tu vas tous leur en signer un, puis Madame Marois leur a dit, nous a dit, tout le monde, il faut que vous ayez un livre, que lisiez ce livre-là. Écoute, là, je t'ai touché, puis je dis, wow, c'est un très bel hommage qui t'a été fait. Fait que je monte à Québec, Mme Marois me reçoit en privé, dans son bureau, puis elle avait vraiment lu le livre. Elle avait des petits post-it un peu partout dans le livre, puis elle les regardait, puis là, bah oui, il y a sa question-là, puis... Fait que, elle me dit, comment est-ce que tu peux résoudre ça, Bob? C'est pas compliqué, Mme Marois. J'ai dit, à titre de nation, parce qu'on l'est, vous êtes d'accord qu'on est une nation, Mme Marois? Elle dit, ouais. Ben, j'ai dit, c'est plein de nations comme nous, qui ne sont pas des pays souverains, qui ont leurs équipes nationales dans plusieurs sports, comme l'Écosse, c'est au football, au rugby, il y a les Bermudes, c'est pas un pays, ça participe dans les Jeux du Commonwealth, ça participe dans les Jeux panaméricains, ça participe dans les championnats du monde, puis même certains d'entre eux participent aux Jeux olympiques, il y en a 12 qui sont aux Jeux olympiques, tu sais, il y a 193 pays, mais il y a 205 nations qui participent aux Jeux olympiques, mais qu'il y en a une couple qui ne sont pas des pays là-dedans. Elle dit, écoute, c'est vrai ce que je te dis là. Elle me dit, si je t'élu aux prochaines élections, je communique avec toi, tu vas me rédiger un rapport sur la faisabilité de la mise sur pied d'équipe nationale du Québec. Ben, j'ai dit, ça a beaucoup de choses, c'est rassembleur. Je dis, imaginez le petit grec, ou le petit italien, ou le petit maghrébin, qui réussit à faire l'équipe de football, de soccer du Québec. Ouais. Eux vont s'identifier
C'est ça. Puis toute la famille va être là, puis toute la communauté va être là, puis ils vont tous être là avec des petits drapeaux du Québec pour encourager leurs petits-neveux, leurs voisins. Ça construit l'identité, ça. Puis t'as Daniel Saint-Hilaire qui... c'est lui qui a pris ma relève, parce que j'ai démissionné de la Fondation Équipe Il y a Québec. un petit peu dans ce sens-là, mais c'est le chemin, là. Ouais. Oh. Fait que les élections sont arrivées, 2012. A été élu. 3 semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone. Bureau de Mme Malavoie, qui était ministre du MERS. Puis elle me dit, M. Sirois, pouvez-vous venir la semaine prochaine? Mme Marois m'a donné un mandat. Mais Mme Malavoie elle était au sport, mais elle était surtout allée au ministère de l'Éducation. Le sport, je ne connaissais pas trop. Fait que je m'en vais à son bureau. Puis on s'entend sur la rédaction de la mise sur pied, de l'étude de faisabilité de la mise sur pied de l'Équipe nationale du Québec. C'est-à-dire un rapport où ce que tu prouves qu'il y a plein de nations non souveraines, puis que le Québec, au même titre que ceux-là, pourrait devenir membre de plein de fédérations sportives, des fédérations olympiques, des fédérations non olympiques, et participer dans des championnats du monde. Puis tout ce qu'il y avait à faire, le gouvernement du Québec, c'est de négocier avec Ottawa pour la mise sur pied de l'Équipe Québec dans tous les sports, de l'Équipe nationale, mais quand vient le temps d'aller aux Olympiques, ben de faire comme le Royaume-Uni, qui regroupe l'Écosse, Pays de Galles, Irlande et l'Angleterre, qui se présentent aux Jeux olympiques sous le drapeau du Royaume-Uni. C'est gros bon sens. Fait que madame... Ça paraît comme du gros bon sens. Fait que travailler 8 mois, t'es payé, déposer le rapport. Puis dans le rapport, là, on est rendu au mois de mars, le 11 décembre. Je suis appelé à Québec. Les élections s'en viennent. C'est pas annoncé encore. Ça va être annoncé. Les élections vont avoir lieu au printemps, d'avance, tout ça. 2013. Ouais. Je suis appelé par Patrick Lair, qui travaillait au bureau de Mme Marois. Eux devaient, à ce moment-là, annoncer au début du mois de janvier la mise sur pied du bureau Équipe Québec sous la responsabilité du MERS, puis de commencer à négocier avec Ottawa pour la mise sur pied de l'Équipe nationale du Québec. Imagine, ça c'était beau. Patrick Lahaye m'a dit, Bob, il dit, Mme Marois a un petit peu peur, puis ses conseillers aussi, c'est parce que si on annonce ça là, au mois de janvier, c'est trop indépendantiste, on s'en va en élection au printemps, on va gagner nos élections, tu sais, ça au mois de décembre. À ce moment-là, là, c'était des sondages, de la charte, puis ça roulait à la planche. Il dit, là, les libéraux ont servi de ça contre nous autres dans les élections, c'est trop indépendantiste. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai embarqué sur qu'est-ce que tu veux dire là. Voilà. Ce que le Parti québécois m'a dit, c'est trop indépendantiste. J'ai dit à Patrick, mais Patrick, c'est ça, c'est ça être indépendantiste. J'ai dit, vous allez avoir plein de gens qui vont appuyer. Puis j'ai dit, Couillard puis sa gang, là, ils vont avoir bien de la misère à parler contre l'équipe nationale, à refuser que le Québec soit représenté. Il dit, mais inquiète-toi pas. Il dit, on va gagner nos élections, on te rappelle, puis on va doubler le budget. Imagine-toi, il mettait 10 millions, là, il s'en allait mettre 20 millions là-dedans. Ben, ça coûte cher, les équipes nationales. Mais il y allait. Mais j'ai dit, non, Patrick, fallait tout de suite, mettez juste 10 millions. Fallait tout de suite. J'ai dit, si vous perdez vos élections, j'ai dit, le Parti libéral ne pourra pas fermer ce bureau-là tout d'un coup après 3 mois d'existence. Mettez-le sur pied. C'est ça. C'est pour ça qu'on est revenu à cause zéro, mon ami. De le faire, ça a été justement une preuve parmi tant d'autres de ce que c'est que l'effectivité. Mettre devant le fait accompli. T'en ça. Il reste 8 minutes avant notre pause. Est-ce que tu as l'intention de parler, Christian, de M. Ouellette? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un incontournable. Effectivement, c'est quelque chose faudrait qu'on jase dans les prochaines minutes. Mais en fait, avant, moi, je pense que je voudrais continuer à te laisser un petit peu aller, puis que tu nous parles peut-être effectivement de Guy Ouellette et peut-être aussi, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre la conférence de presse de Lafrenière. Oui. Donc, peut-être avoir ton commentaire, tes impressions là-dessus. On ira en pause après, puis on en reparlera ensuite. Ce que je voulais dire, c'est ceci.
Ben, si tu veux, j'aille tout de suite là-dessus. Là. Écoutez, moi, il faut que je le dise à nos auditeurs. Là, vous savez, j'écoutais François Saint-Louis, son émission Le Journal du Soir, je pense que c'était mercredi soir, justement, quand Guy Ouellet a été arrêté. Puis il parlait d'une source, ben on a la même. Il parlait d'une source qui nous a... moi, j'ai une source sûre, et je crois que c'est la même pour François, qui nous, selon laquelle Guy Ouellet, c'est quelqu'un, on va dire le mot infiltré, mais c'est pas un bon mot. C'est quelqu'un, en gros, qui lutte contre la corruption. Sa carrière. Toute sa carrière, ça a été lutter contre la corruption. Et, selon cette source très crédible-là, c'est vraiment un incorruptible. OK. Dans le vrai sens du mot. Et c'est pas parce que là, on s'adresse, nos auditeurs sont bien entendu plus souverainistes que libéraux, là, on s'entend, que fédéralistes et libéraux. C'est pas parce que M. Ouellet est dans le Parti libéral que ça en fait quelqu'un de mauvais en soi. Parce qu'on sait très bien, on dit souvent, tous les libéraux, c'est des pourris, Mais ce qu'on sait, c'est que sans utiliser le mot infiltrer le Parti libéral, c'est que Guy Ouellet semblait être là pour nettoyer les écuries d'Augias. Aider, à tout le moins. Il n'est pas premier ministre, là. Mais avec ce qu'on a su, parce que si on fait, pour le bénéfice de nos auditeurs, mercredi, il a été arrêté par les policiers. Et ce qu'on sait, c'est que, bon, outre le fait que ça a créé la manchette, la nouvelle et tout, ce n'est que lundi, donc hier, midi, que Bernard Drainville a diffusé l'entrevue. Donc, le fil des événements, c'est quoi? C'est que Guy Ouellet se fait arrêter mercredi. La première chose, moi, à laquelle je pense, c'est l'idée que je vous avance ici, nos chers auditeurs de Radio Info-Cité. Vous êtes à l'émission Les Chiens Fous, en compagnie de Christian Derry, Claude Veilleux, moi-même, et Robert Bob Sirois. Ce que je suis en train de vous dire, et que c'est que Guy Ouellet, étant arrêté un mercredi, moi, je me pose déjà la question suivante. Comment ça se fait que les médias sont au courant? Il y aurait eu des infos qui auraient été coulées avant même l'arrestation. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, hein, le relais, c'est toujours le même, c'est la presse. Ou Radio-Canada, mais plus souvent la presse. Et c'est un journaliste de la presse qui, tout de suite, a fait en sorte qu'il l'a su. Donc, ça veut dire qu'on a coulé à un journaliste de la presse que Guy Ouellet, pendant qu'il est arrêté, là, qu'il est arrêté. Donc, on le sait grâce aux médias. Et les policiers, alors ça, c'est selon Guy Ouellet, les policiers ne savent même pas pourquoi ils sont en train de l'arrêter. Et donc, ils font végéter longtemps, comme ça. Ils finissent par lui poser quelques petites questions et le relâcher. Et c'est vendredi plutôt, 2 jours plus tard, vendredi, selon Guy Ouellet, moi j'ai ma petite version là-dessus, mais je vais vous dire selon Guy Ouellet ce qu'il dit. Il dit, je me promenais, je me suis senti filé par la police. Oui. Quelqu'un qui a travaillé dans son métier sait très bien reconnaître une filature. Donc, il s'est engouffré, il dit, j'étais pas loin de la station du 98.5. Au hasard! Au hasard! T'es filé par la police. Avec la dame... Gravel. Non, Trudel. Je ne sais pas si t'es avec elle. Oui, il était avec elle. Comme par hasard, les deux étaient ensemble. Non, mais je vais aller plus loin. En face du 98.5. Là, sans virer ça à une émission de jaune. Ça a l'air que c'est sa conjointe copine ça peut être pertinent. Il n'y a pas de jaunisme là-dedans. Ça peut être pertinent, mais moi, ce que je vais continuer à relater les faits, c'est-à-dire que mercredi, il est arrêté. Vendredi, il se sent filé par la police, puis il s'engouffre dans la station du 98.5. Pendant que Bernard Drainville est en train de faire son émission, celui qui a remplacé Robert Dutrisac, là. Et on installe sur une chaise, au hasard, c'est-à-dire comme ça, la coïncidence, c'est-à-dire que Drainville finit son émission, puis il voit Guy Ouellet. Qu'est-ce que tu fais là, Guy?
Ben là, Guy Ouellet lui répond, il dit, je suis venu me réfugier dans la station. Tu te demandes d'oser comme dans le temps, il allait à l'église. Il allait à l'église. Demande d'asile. J'ai pas tout suivi ça, là. Sérieux, j'ai lu les grands titres, j'ai lu un petit peu, mais aujourd'hui, j'étais en réunion toute la journée, fait que j'ai pas suivi ce qui s'était passé, puis j'ai vu photo en première page de la une, là, mais... Donc, on continue. Tu pourras me dire ce que tu en penses, Robert. C'est-à-dire que là, ce vendredi-là, nous, on n'est pas au courant de ça, là. Parce que ce que Drainville va faire, c'est qu'il va réussir le vendredi à dire, ouais, mais là, tu es en train de me déballer ton sac, là. Et tu m'as dit, Guy, que mardi, tu dois faire une allocution à l'Assemblée nationale. Là, parti comme c'est là, tu vas peut-être être pogné pour te sauver, peut-être que tu seras même pas capable d'aller à l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, pourquoi tu ne me donnerais pas une entrevue? Donc, là, Guy Ouellet aurait, selon Bernard Drainville, aurait branlé dans le manche un petit peu, puis aurait finalement dit oui, je vais t'accorder une entrevue. Et l'entrevue a lieu lundi à midi, donc hier. Et là, on entend Ouellet dire que là, il s'est fait faire il s'est fait poser un lapin par les l'UPAC. C'est fait faire, comme disait Claude Poirier, un Willy Pop. Un Willy Pop. Et là, dénonce le fait que lui, dûment élu, puisse être l'objet d'une arrestation comme ça, qui l'ostracise, hein, parce que ça n'a pas été long. Suite à cette arrestation-là, qu'on a su par les médias, je vous le rappelle, ça c'est très, très, très important. Je n'insiste pas là-dessus par hasard, parce qu'on aurait pu ne rien savoir de ça. On aurait pu, puis là, il serait toujours, Guy Ouellet, président de la fameuse commission-là. Je ne sais pas c'est quoi le titre de la commission, là, sur le... Oui, en fait, c'est sur la réforme de l'UPAC, je crois. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sur justement là, ceux qui sont supposés d'enquêter sur la corruption et tout. Là. Donc, Guy Ouellet, sachant cela, là, chers auditeurs, les médias, on n'est pas supposé de le savoir que le mercredi, il a été arrêté. Donc, le vendredi, se sentant filé par la police, se réfugie dans les bureaux du 98.5, déballe son sac quand Drainville finit par sortir de son studio. Drainville le convainc de donner une entrevue que que son émission va ne diffuser que le lundi, c'est-à-dire hier. Et mardi, aujourd'hui, on a eu l'allocution de Guy Ouellet où il répète en somme ceci, là, en 10 déclarations. Là. Allez voir, faites 10 déclarations fracassantes là, de Guy Ouellet, mais c'est assez solennel. Il n'est pas là pour déballer son sac dans un parlement, là, à l'Assemblée nationale, pour dire que c'est pas un organisme policier de venir dicter la politique aux membres dûment élus. Parce que le plus grave est là-dedans. Ouais. Et Lafrenière d'arriver et nous dire, nous autres, on va faire ce qu'on va vouloir, on va prendre notre temps pour enquêter. Tu as le président de l'Assemblée nationale, Charon, qui vient dire que accusé ou libéré et... Accusé ou excusé. Oui, ou excusé. Et Lafrenière de rétorquer, on va prendre notre temps, on a un ordinateur qu'on va saisir, on va faire l'étude, ça prendra le temps que ça prendra. Et j'aimerais qu'on regarde ceci, là, chers auditeurs, qu'on regarde ceci. Vous savez, aux États-Unis, là, puis ça, c'est pas banal pourquoi on le dit, là. Il y a eu un certain J. Edgar Hoover, là, qui a été président longtemps là, du FBI, là, puis qui a mené, puis qui a tenu par les couilles à peu près tout ce qu'il y avait comme politicien là-bas. Donc, si vous avez un préjugé défavorable contre les politiciens en général, c'est une chose. Moi-même, je suis le premier. Je n'aime pas vraiment les politiciens qu'on a. Par contre, pour toutes sortes de raisons. Mais oui, il y en a qui, on connaît le Parti libéral. C'est un parti qui est usé par le pouvoir et c'est un parti qui a toujours été finalement corrompu. Il faut comprendre, le Québec est libéral. Donc, si ce parti-là était au pouvoir si longtemps que ça, si les gens vont au Parti libéral, c'est justement, il y en a plusieurs, c'est pour se remplir les poches. On sait tout ça. Mais une fois qu'on sait tout ça, il faut comprendre une chose, c'est que si le monsieur Robert Lafrenière agit comme ça, donc il est en train de quoi? De devenir au-dessus du pouvoir politique, là? Donc, on est-tu en train de fabriquer ce qu'on appelle un J. Edgar Hoover, président de la FBI? Puis ça, je reprends, le premier à s'en être inquiété, outre Guy Ouellet, c'est l'ancien ministre péquiste, Charbonneau, Jean-Pierre Charbonneau.
Donc, la première menace que je vois de tout ça, là, c'est un pouvoir politique qui se place au-dessus un pouvoir policier qui se place au-dessus du pouvoir politique. Puis là, il faut comprendre, là. Moi, je suis pas naïf, là. Si ça arrive, c'est parce que, OK, je vais le dire comme ça, là. On arrête Guy Ouellet. Pourquoi on n'a pas arrêté Jean Charest? On va dire, on a arrêté Normando. Ah, ouais, menu fretin, ça. Menu fretin. Donc, c'est que le pouvoir, moi, ça, c'est vraiment moi qui parle, là. Le gros danger, outre le danger théorique de voir une police s'ériger au-dessus de nos parlementaires, parce qu'il faut comprendre, là. En faisant cela, en connaissant par les médias le fait que Guy Ouellet avait été arrêté, c'est drôle, hein? Il n'est plus libéral, puis il n'est plus membre de la commission. Supposons... Qui c'est qui est plus libéral? Guy Ouellet. OK, Ben là, il est indépendant. Il siège en tant qu'indépendant. Il siège en tant qu'indépendant, puis il n'est plus président de la commission. Ben non. Donc, il faut comprendre que le but, c'était qu'il ne soit plus président de la commission et plus libéral. Et ça, il ne faut pas accuser nécessairement Philippe Couillard, là, ou les autres, mais une chose qui est certaine, il fallait qu'il ne soit plus président de la commission, et il fallait qu'il ne soit plus libéral. Donc, c'est-à-dire qu'il y a clairement, une volonté d'ostraciser. La deuxième chose que je veux dire, et là, je vais faire de la politique fiction, mais qui n'est pas si fictionnelle que ça. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans tous les autres pays, puis vous n'avez pas besoin d'avoir lu 2-3 je parle de bons romans d'espionnage, là, pour savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, au-dessus du politique, il y a les grosses gommes. Et en ce qui concerne, nous, on parle souvent de Jean Charest, tout ça, il y aurait peut-être tellement de grosses gommes qui passeraient au cash si on menait à fond cette commission-là, vraiment, puis on laissait vraiment aller les parlementaires. Imaginons un cas où le directeur de l'UPAC est nommé aux 2/3 par la Chambre. Parce que vous savez ce que ça fait de nommer quelqu'un aux 2/3? Parce que là, c'est le parti au pouvoir qui nomme. Ben ouais. Si c'était aux 2/3, là, ça te prend vraiment 2/3 des parlementaires. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Parti libéral ait les 2/3 de tous les députés à l'Assemblée nationale pour vraiment faire ce qu'il voulait. Alors, imaginez-vous, aux 2/3, là, on pourrait aller au fond des choses. Et là, je pense qu'au-dessus même de Jean Charest, au-dessus même ceux qui tirent les ficelles de ce Parti libéral-là, ben, c'est eux qui, je pense que ça vient d'eux, tout ça. Je pense que c'est même au-dessus, peut-être même au-dessus de la tête de Couillard. C'est-à-dire, peut-être même, là. Je dis pas que c'est au-dessus de la tête de Couillard, je dis pas qu'il est au courant de rien. Il peut être hypocrite, il peut être au courant, je ne sais pas. Mais généralement, si on fait un patron général de l'affaire, c'est au-dessus du Parti libéral, ceux qui ont toujours tiré les rênes de ce parti-là. La commande vient de là. Moi, c'est vraiment mon opinion. Ma première question était, ça cache quoi tout ça? Bon, ça cache quoi tout ça? Tu viens d'y répondre un peu, là. Ça cache que il y a du monde en haut, là, qui manipule. On le sait, là. Mais as-tu une idée qui manipule? Qui manipule tout ça? Puis, il y a des grosses gommes, il y en a plusieurs. Qui manipule, tiens... Mais c'est qui le boss du Parti libéral? Bon, c'est là que je m'en viens. Qui manipule Justin Trudeau? Qui est en charge de Justin Trudeau? Voilà, il y a toute une famille, hein, dont le maître S... Jean Chrétien. Bon, écoute, on a tous des amis. On a tous des bons amis. Moi, j'en ai un maudit bon qui travaille au bureau de Justin. Puis il est arrivé une couple de fois que Johnny Boy de Shawinigan est rentré là. Non, il est rentré au bureau. Ah ouais. Puis s'enfermer dans le bureau. Puis ça a l'air que ça parlait assez fort. Est-ce qu'ils ont entendu ce qu'ils se disaient? Non, exactement, mais ça jase pas mal fort. Ouais. Et puis, mais ça a l'air que Justin l'a envoyé chier dernièrement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il était un bon 2-3 mois, Justin. Il avait arrêté les selfies. Il avait arrêté un paquet de choses. On ne voyait plus, tu le voyais plus publiquement, là, avec... mais là, c'est revenu. Depuis un petit bout de temps, c'est revenu. Et puis, la personne, pour moi, je ne me gêne pas de dire les noms, là. Jean Chrétien, c'est le gros boss en haut. Puis qui est le gros boss de Johnny? C'est ça. Sauf que, tu as raison, mais Jean Chrétien est encore un gros porteur de valise. Là. Oui, c'est lui qui run les politiciens.
Oui, mais il y a quelqu'un encore en haut de nous. Oui, il y a quelqu'un Quand on pense à la famille des Marais et compagnie, on pense à tout ça, là. C'est ça. Bon. Donc, le Parti libéral, il est comme ça. Donc, quand on dit le Québec est libéral, là, on pourrait même revenir sur le fait. Tu sais, on parle souvent contre on parle de la corruption des années de nos grandes noirceurs sous Maurice Duplessis, tout ça. Mais là, il faut jamais cesser de le rappeler. Si l'Union nationale à l'époque demandait des ristournes, hein, tu donnes peu, tu obtiendras peu, tu donnes gros, tu obtiendras gros, c'était qu'il y avait un mot d'ordre hein, de ne plus financer. C'est-à-dire les grosses compagnies, les chemins de fer, les mines et tout ça, les grosses compagnies, hein, la baie du Son et compagnie, à l'époque, de ne pas financer l'Union nationale. Donc, c'est les grosses compagnies qui financent le Parti libéral. Et quand on dit, toi, tu ne financeras plus, on va te voir, puis on dit, tu ne financeras plus l'Union nationale avait trouvé ce moyen-là pour se financer, c'est-à-dire la petite corruption. La petite Donc, PME. Maintenant, quand on parle de la corruption au Québec, il y a aussi la petite corruption, mais quand tu dis que tout l'État québécois est gangrené du bas jusqu'en haut. Est-ce que c'est bon pour même pour quelqu'un, là, imaginez-vous quelqu'un là, qui est fédéraliste. Il va continuer, écoutez, c'est très retard. Tu vas essayer de le convaincre qu'il faudrait que le Québec soit plus propre, que ce soit des gens qui sont nationalistes, qui soient à bord, tout ça. Puis il va dire, vous êtes avec votre indépendance, là, tout ça, là. Ouais, le Québec, là, on est dans le trou, on a une grosse dette. Mais on est corrompu à cause du parti pour lequel tu votes. Puis là, pour nous combattre, tu vas aller encore voter pour quelqu'un qui va miner notre État comme ça. Donc, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et pour revenir à cette affaire-là, Ouellette, je sais pas si vous voulez, parce qu'il y aurait, on peut en reparler même au retour de la pause. Je pense Mais en gros, c'est ça. On fait très attention. Prendre une petite pause, 30 secondes. On vous revient tout de suite. Donc, dans 30 secondes. Good. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Et nous sommes de retour à vos chiens fous et nous avons eu la pub bonifiée par notre technicien de notre centrale à Montréal, nul autre que l'illustre Jean-Marc Drolet. Alors bonsoir Jean-Marc. Merci de nous avoir fait cette petite pub. Effectivement, c'est important, mesdames et messieurs, ce soir. Bon. C'est la première fois que j'entends dans mes écouteurs. Là. Ça va bien, mais merci d'être venu en ondes. Ben oui. Alors, écoutez, donc, dès 21h, au Journal du Soir, avec François Saint-Louis, en compagnie de Steve Fortin, un invité spécial pour parler de toute cette histoire-là avec Guy Ouellette, dont on discourait. Et c'est nul autre que Lino Zambito qui sera là ce soir à l'émission. Alors, c'est à ne pas manquer dès 21h. Oui. Alors, on est de retour et là, on serait rendu théoriquement au segment de Bob, mais ce que je vous proposerais, comme on a quand même le temps, habituellement on fait l'émission à 4 chroniqueurs. La semaine prochaine, on va d'ailleurs avoir Éric Dubé qui va être de retour avec nous. Donc, il est toujours en campagne électorale municipale en compagnie de sa conjointe qui se présente là comme conseillère à Mirabel. Donc, il sera de retour avec nous la semaine prochaine. Moi, ce que je vous proposerais, c'est peut-être d'étendre encore un 10 minutes, donc poursuivre sur ce qu'on faisait avant la pause publicitaire en continuant de parler un petit peu du dossier Guy Ouellette. Et par la suite, on enchaîne tout de suite avec la chronique de Robert. Ben justement, Robert, tu nous disais hors d'onde, qu'est-ce qui t'inquiète dans tout ça, là? Ben, moi, tu sais, toute la situation du Québec, là, on la voit, là, c'est de pire en pire. C'est pas de mieux en mieux, c'est de pire en pire. Ça a commencé dans le temps de Charest pour nommer une première commission, puis après ça, une autre commission se font tirer par les oreilles.
les médias suivent les rangs, sont ordonnés. C'est la propagande du message du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. C'est les médias qui ont décidé que Harper débarquait. C'est eux autres qui ont décidé ça. Oui. Et puis, quand on parle... Ce que je disais tantôt à la fin de cette allusion aussi au Watergate. C'est pas compliqué. Aux États-Unis, là, des journalistes d'enquête, il y en existe encore, puis plein. Puis ça travaille. C'est certain quand les médias se sont enlignés un peu. CNN qui font juste leurs émissions. Écoute, j'écoute CNN tous les matins, de 6h15, 6h30. T'es courageux, toi. Ah, mais, aller jusqu'à 9h, 9h30, mais ça n'a aucun bon sens. C'est Trump, mais c'est juste ça. C'est du Trump bashing. Mais ça n'a aucun espèce ça de bon contamine, sens. c'est incroyable. Ça contamine jusqu'à Norman Lester. Là. Il fait juste relayer ce qu'il écoute à CNN. C'est pathétique. Puis, ce que les médias ici ne ramènent pas après ça, c'est que ça fait 3 fois là, que CNN, ils congédient du monde, ils n'ont pas le choix, parce que c'est du fake news, c'est tout du montage, mais c'est pas tout du fake news, CNN. Là. C'est ça. Mais ils en ont tellement que tu sais même plus c'est où. Ici, au Québec, on n'a plus un crisse de journalistes d'enquête. Comme là, qu'est-ce qui se passe là, avec Ouellette, avec toutes ces choses-là. Là. On suit toute la ligne du parti. Mais ce ne sont que des chroniqueurs politiques qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de travail de journalisme. Non. Il n'y a plus de travail d'enquête, à part pour des émissions comme JE. Puis même, je te dirais, JE qui faisait... Ben, il y a l'agence ceux qui disent l'agence QMI un petit peu, le TVA, mais ça demeure quand même, somme toute, marginal. Oui, c'est très marginal. C'est ça que je veux dire. Ils sortent pas. Écoute, ils pourraient fouiller au fond des choses, sortir des affaires. Mais le pire, c'est quand ils en savent plein. Ils en savent plein, puis ils sortent rien. C'est le mot d'ordre. Le mot d'ordre des médias, le mot d'ordre, c'est depuis 1995, depuis le dernier référendum, le fédéral est en guerre contre l'indépendance du Québec, contre les indépendantistes. Puis il n'y a pas à sortir de là. Tous les journalistes, parce qu'il y en avait avant, maintenant, là, ils ont tous été mis de côté. Moi, je reproche beaucoup, là, tu sais, puis Pierre-Carl, vous savez, j'étais quand même assez proche de Pierre-Carl, mais je suis pas quelqu'un à qui se confiait ou des confidences, rien. Mais t'avais un bon lien, un lien positif. Mais moi, je ne comprends, sérieux, là, je ne comprends pas comment est-ce que ce monsieur-là, qui est en haut, il n'a pas de pouvoir décisionnel sur tout, mais à quelque part, s'il décide que quelqu'un va sauter de là, il est capable de le faire sauter, je pense, encore, là. Clairement, oui. Qui laisse des gens comme Luc Lavoie en place. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Bob, il le laisse en place parce que il veut montrer au peuple que c'est de la pourriture des fédéralistes. Voyons donc, tu sais, Pierre-Carl, tu le connais, là, il est pas... non, mais il laisse... moi, je reviens pas. Ce que Luc Lavoie a dit l'autre fois à propos d'aller à la chasse aux écureuils, lui, ça allait à la chasse aux indépendantistes, là, s'il avait dit ça à propos des fédéralistes ou des islamistes, Chris en prison aussi. Mais c'est il aurait été arrêté, là. J'ai eu des jasettes avec des fédéralistes, parce que j'en vois de plus en plus, que ce soit en milieu de travail, ou du moins qui le disent à haute voix. Avant, je pense que les gens étaient plutôt, les fédéralistes étaient plutôt timides par rapport à leur orientation politique. Ouais. Oui. Ils se font de plus en plus connaître, ils le disent à voix haute. Et moi, le commentaire que j'avais par rapport à la fameuse diatribe verbale qui était censée être une blague déguisée de Luc Lavoie, c'était de nous dire « Ah ben drôle, c'était drôle ». Puis comme tu dis, Bob, t'arrives puis tu dis à quelqu'un « Hey, un noir, j'aimerais ça chasser ça. Hey, un juif, ça serait-tu le fun? Mais fait que ma 308 allait à la chasse. Mais tu vois, est-ce que là, j'aimerais ça placer mon mot juste sur cette histoire-là. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que je reproche, moi, à nous, les indépendantistes. Une fois que Luc Lavoie a dit ça, nous, là, qu'on se retourne de bord, dire, ouais, mais tu sais, s'il avait dit ça des Noirs, on se place comme une minorité ou une race ou quelque chose par des temps d'autres. Moi, ce que je dis aux indépendantistes, soyez plus violents.
Ouais. Soyez plus violents, c'est-à-dire, ah oui, tu veux me chasser? Ben, je vais te chasser, moi aussi. Tu comprends-tu? Hey, on est plus nombreux. Non, donc, moi je vais le faire, le serment ici, là. OK? Il n'y a pas un crise d'hostie de fédéraliste. OK? Vous pouvez l'être. Vous pouvez décider que le Québec... Écoute-moi bien, je vais le faire. Là. OK? Quelqu'un peut décider de rester dans la Fédération canadienne d'un temps québécois. C'est une opinion, c'est démocratique. Je n'ai aucun problème avec ça. Si dans ta tête, là, moi, je m'appelle Claude Veilleux. Si dans ta tête, tu penses que tu vas chasser des séparatistes, attends-moi bien. Quand il y en a un qui va tomber par toi, là, OK? Moi, je vais parler comme mon père. Il en tombe un de mon bord, il en tombe 100 de ton bord. C'est de même qu'il faut penser. Donc, je demande pas aux gens de prendre les armes, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que face à une attaque comme ça de Luc Lavoie, ben, il faut faire la même chose. Il faut arrêter de se cacher, puis je fais mon lien avec l'agenda Libtard. Il faut arrêter de se cacher derrière l'agenda démocratique, l'agenda de paix dans le monde. Ah oui, ben donc, Luc Lavoie, c'est un gros crotté. Je mettrais mon poing en face. C'est comme ça qu'il faut agir. Oh, mais là, okay? Non, mais c'est un crotté. C'est une menace de proférer des voies de fait. Là. Okay, ben, absolument. Moi, ce que je dis, j'ai aucun problème avec ça. Même si j'étais là, régi par la CRTC. Il m'a dit, toi, Luc Lavoie, tu viens de dire ça, tu mérites mon poing en face. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu dis ça, je suis un indépendantiste, ça veut dire que tu veux me chasser. Donc, c'est une agression pas contre les indépendantistes, c'est contre moi. Donc, moi, de me réfugier puis de dire, là, ah, mais si ça avait été les Noirs puis si ça avait été les islamistes, c'est une chose. Je peux le comprendre. Sauf que, c'est un trou de cul, répondez-y. Dites-lui que c'est un trou de cul. Ah, dites-lui, ah ouais, tu veux me chasser? Viens me voir, viens me chasser. Ah ouais. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut arrêter à un moment donné. Ben, la réaction était quand même assez verbalement, par écrit, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont brassé autant que qu'est-ce que tu viens de dire. Ah là. Oui, tant mieux. Ça, là, il y en a eu plusieurs. Puis je pense que TVA, LCN ont été inondés de coups de téléphone et de lettres, de courriels. Ben, c'est ce qui a entraîné sa suspension. Parce que, mais si vous vous mettez dans le contexte, vous allez, on se rappelle que à la base, TVA s'excusait et se dégageait des propos et l'histoire était close. Là. C'est ce qui était dit avant qu'il y ait une espèce de vindicte populaire ou du moins que ça s'élève sur les réseaux sociaux contre Luc Lavoie. Là. Écoute, ils ont sacré dehors du Trisac, mais pour bien moins que ça. Là. Oui. Moi, sais-tu pourquoi? On présume que c'est à cause de Zambito. Oui, mais c'est à cause qu'il a laissé Zambito en dire un peu plus que le gros boss en haut venait d'entendre. Là. Mm-hmm. Puis il faut pas oublier que si vous avez lu le président de Cogeco, Guillaudet, qui est lui aussi qui est à la chasse aux indépendantistes aussi. Fait que c'est certain que sur ses ondes à lui, il n'est pas question que la saleté qui le revêt lui-même soit publique. On n'a plus de Christie de journalistes d'enquête, des vraies enquêtes, ça n'existe plus. Mais tu sais qu'aux États-Unis, là, tu as eu, puis ils sont pas morts, là. Ceux qui ont été, pas tous, qui ont été artisans, par exemple, Seymour Hersh, là, qui a été un des gros journalistes, là, en plus un juif américain, là, OK? Il est ostracisé. Parce que justement, il continue à dénoncer les exactions du gouvernement américain en Syrie, en Libye et tout. Donc effectivement, puis il y en a d'autres. Là, un ancien conseiller de Paul Craig Roberts, un ancien conseiller de Reagan, qui eux vraiment là, ils sont obligés de se sortir de s'ouvrir des blogs pour écrire parce qu'ils sont engagés nulle part. Ouais. Quand tu dis Seymour Hersh, là. On l'appelle dans le milieu Cy Hersh. Il n'y a personne qui a plus de crédibilité que lui. Il n'est pas engagé. Non, ben c'est ça. C'est que on a fait disparaître. Écoute, c'est certain qu'un contrôle de la politique, mais un contrôle de la politique mondiale. À partir du moment où les médias, puis en France, vous devriez voir ça, c'est épouvantable. À partir du moment, parce qu'on dit par exemple que tous les médias en France appartiennent au CAC 40. C'est-à-dire à la bourse, les 40 plus grandes entreprises françaises. Ça appartient. À partir du moment où tes médias appartiennent à des gros groupes, c'est fini. Ben ouais. C'est fini. Ouais. C'est fini. Il faut qu'il y ait des médias qui appartiennent à des gens de médias.
Ouais. C'est plate, là, mais je vais vous donner un exemple. Comment ça va mal à Achat. Nous, on avait le devoir. Le devoir est en train d'avoir un agenda, là. Les bâtardés, c'était c'est épouvantable. du Québec solidaire mur à mur. Hein? Ah, Moi, c'est écoute, je me suis épouvantable. désabonné à cause de ça. Ah non, écoute, ouais. il reste Christian Rioux, donc je vais lire des textes de Christian Rioux, puis de Louis Cornelier, en littérature, là, sur les chroniques sur les essais, là, les recensions d'essais, et c'est tout. Les autres, là, ils sont d'un pitoyable. Tu aurais dû voir. Moi, j'invite les gens, si vous êtes capable, allez voir les articles suite à l'élection de Donald Trump. Il n'y a pas un journaliste, sauf Antoine Robitaille qui est encore là. D'ailleurs, il n'y est plus, hein. C'est pas pour rien. Hein. Antoine Robitaille n'est plus au devoir. Et il n'y a pas un journaliste, pas un chroniqueur là-dedans. Puis on parle pas de Christian Rioux, puis on parle pas de Louis Cornelier, tous les autres, Jean-François Nadeau, toute la gang, là, qui n'ait pas parlé de l'homme blanc, l'homme blanc en colère, tout ça, là. Donc, pour eux, Trump était élu, puis ils étaient en tabarnak. Et là, il y avait des grandes photos dans le Devoir. On a interviewé des jeunes du primaire au Québec, là, qui avait peur de l'élection de Donald Trump. On l'a joué à fond. Donc, c'est fini. Alors, il n'y a pas de médias, puis on commence à ne plus avoir trop un parti qui nous défend. Ouais. Donc, on en est là. Les médias sont rendus le grand outil de propagande. Ça c'est pas d'une compliqué. tristesse. Ça, c'est incroyable. Et puis... le Devoir est lamentable. C'en est gênant. La presse sont toujours sous ce qui était. Des fois, ils me surprennent. Des fois, pouf, ils se surprennent. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire, ils décident qu'ils attaquent le Parti libéral, mais c'est tout en fait d'une façon quand même assez, avec doigté, tu sais. Oui, c'est ça. T'as pas un coup de claque à la gueule, là. Non, mais les gens qui travaillent à la presse aimeraient bien peut-être que leur parti, leur position fédéraliste soit mieux représentée et pas représentée par des corrompus. Si on prend les Vincent Marissal de ce monde, les, nomme-les, donc c'est sûr et certain qu'ils vont avec des pincettes. Ils ont toujours l'air d'avoir un balai où on pense, là, quand ils s'expriment là-dessus, mais quand même, c'est pas du monde méchant, tu sais. Non, Marissal, des fois, tu sais, suite à l'apparition de mon livre, on parle de Vincent, que des félicitations de sa part, un article complet, là, comme quoi que, regarde, il t'attend que quelqu'un sorte. Ils sont pas mauvais à temps plein, ces gens-là. C'est ça. Mais, tu sais, ça reste là quand même. Oui. De toute façon, si ça manque un livre. Là, mais on peut comprendre, on crache pas dans la main de celui qui nous nourrit. Non. Ils sont pas pour devenir super nationalistes et indépendantistes. Par contre, on le demanderait au Devoir. On le demanderait ça au Devoir, et le Devoir, non, pas du tout. C'est un agenda libétardé, c'est épouvantable. Ce n'est plus lisible, c'est une feuille, c'est un torchon. C'est un torchon. C'est une feuille de chou. Une feuille de chou. Choubidou-bidou. Alors, sur ça, je m'attendais pas à ce qu'on... Tu sais, moi, si tu me dis, je peux parler. Là, je peux parler encore. Non, mais je pense qu'on va y aller un petit peu avec le sport. Ben oui. Ben, je m'en allais, parce que je veux t'introduire. Parce qu'on a un thème. Oui, tu as choisi un thème. On a un thème pour toi. Mais tu m'en as même pas parlé, un peu. S'il l'aime pas, ton thème. Ah, ben, s'il l'aime pas, on le changera. Mais là, pour cette semaine, on a son thème. Je m'excuse. Fait que... Allez, tire-le. Mais on connaît nos classiques. Alors, tire-le-lui. Sans plus attendre, le voici, le voilà, le thème de Robert Sirois. Hey, que de souvenirs, hein? Ouais. Que de souvenirs. Écoute, c'est un classique. C'est un classique qui a été vendu, hein? C'est terrible. Ça, c'était un Anglais qui avait composé ça, un Britannique, je pense. Hein? Je ne me souviens pas qui l'a composé, mais ça appartenait à la CBC pendant tout le temps. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'ils n'ont pas été capables de, à un moment donné, là, ils étaient en renégociation pour les droits. Oui, puis les droits, ils demandaient beaucoup, finalement. Je pense que c'est un des réseaux de sport là, qui l'ont racheté, mais la CBC a encore le droit de s'en servir, mais ça leur coûte cher à 3 fois qu'ils font jouer. Là. Oui. Mais écoute, dans le monde du sport, on est à Saint-Jérôme. Oui. Oh!
Oui, on était à Laurentides. Saint-Jérôme, ici, dans les Laurentides. Puis moi, un de mes grands amis, là, c'était une plug pour un de mes amis, c'est un Suisse qui a émigré ici avec sa famille. Puis lui, il est dans un des leaders mondiaux dans l'énergie solaire. Et puis, il a vu une opportunité de marcher en Amérique du Nord pour des maisons autonomes, énergie solaire, etc. Puis son jeune garçon, ben, tu sais, chaque nation a leur sport. Hein? On sait que le foot, ben, c'est universel, mais tu as aussi d'autres sports qui deviennent un grand sport pour ça. Lui, c'est un gars de vélo. Puis il vient ici au sport études à Saint-Jérôme, à l'école secondaire, où l'équipe de football joue. C'est quoi le nom? Les Patriotes. Ouais, ça doit être ça. En fait, il y a Saint-Stan ou encore la polyvalente au niveau secondaire, sinon au niveau collégial. Il est au secondaire. Et puis, il y a une équipe de football, il y a un gros terrain de football à côté de l'équipe Je connais les Patriotes. En fait, ça doit être la polyvalente. Il est à Poly, oui, il est à Poly. Et puis, il a participé pour la première fois au championnat canadien des cadets, 14 ans, qui avait lieu à Sherbrooke. C'est classé 5e au Canada, dont 2e au Québec. Première participation dans des championnats canadiens. Fait que je voulais, vu qu'on était à Saint-Jérôme, et vu qu'il vient à l'école ici, là, Matteo Upedi, son nom, c'est une descendance suisse-italienne, du Ticino. Et puis, je parle de ça parce que le sport, c'est rassembleur. Absolument. Tu vois, là, je viens de dire, il est 5e au Canada, mais il est 2e au Québec. Fait que pour un jeune comme lui, dans 3 ans ou dans 4 ans, il va être dans l'âge où on commence à choisir des athlètes qui sont en vélo dans tous les sports pour les Olympiques. Alors, c'est plus facile pour lui de représenter le Québec. Peut-être qu'il sera premier au Québec, 3e au Canada, mais le Canada vont prendre peut-être juste 2 athlètes sur le vélo, vu que le 3e, c'est un Québécois. Tu sais, mais tu me fais penser à ça, hein, c'est par exemple, quand on parlait d'équipe sportive, là, au hockey, par exemple. Ouais. Et là, les journalistes sortent. Ouais, mais là, si on avait juste une équipe du Québec, il nous manquerait des défenseurs. Tu sais, à l'époque, on avait les Mario Lemieux, Robitaille et compagnie. Ouais, mais il nous manquerait des défenseurs. Alors, c'est toujours évalué sur cette optique-là et jamais sur l'autre optique. L'optique qui est vraiment plus payante pour nous aussi. Imaginez-vous quelqu'un qui fait jouer son enfant au hockey puis qui, là, il développe un talent. Et là, les parents n'ont pas le choix d'y penser à un moment donné parce que ça coûte de l'argent, là, faire jouer un joueur. Donc là, par exemple, c'est que si tu as des équipes nationales dans tous les sports, ça crée plus de postes. Ça forme plus de gens qui vont atteindre, justement, le sport professionnel. Ça crée une industrie. Ça crée carrément une industrie. C'est une industrie. Le sport est une grosse industrie. Il faut le reconnaître. Alors, il y a les Jeux olympiques, mes amis, cet hiver en Chine, hein? Vous saviez ça? Non. Non? Non. 2018, les Jeux olympiques, cet hiver. Vous avez comment? Ouais. C'est quand Équipe Canada a déjà commencé leur publicité, Canadian Tire, Petro-Canada, des trucs, des foulards, des masques, parce que maintenant, tu as le droit d'être masqué au Canada. Là, ils vont certainement sortir des burkas, des burkas avec le drapeau canadien. Oui, c'est les Jeux olympiques 2018, les Jeux olympiques d'hiver. Tous les 2 ans, on a des Jeux olympiques. Soit d'hiver, 2 ans après, ça alterne. Mais cette année, la Ligue nationale de hockey ne va pas aux Jeux olympiques. Les joueurs n'ont pas le droit d'aller aux Jeux olympiques. C'est une des raisons pourquoi Markov n'a pas signé avec le Canadien cette année. Parce qu'il aurait pris... Markov aurait pris une baisse salariale. Pour rester. Mais c'est une année olympique... Si les joueurs de la Ligue nationale de hockey auraient eu le droit de participer, s'ils avaient eu le droit de participer, ils seraient restés avec le Canadien. Mais là, à l'âge qu'il y a, c'est sa dernière chance de participer aux Olympiques pour les Européens. Les Jeux olympiques, c'est plus important que la Coupe Stanley. Le cas de, c'était pas Ovechkin qui avait dit, moi, je vais aller pareil. Ben, écoute bien, là, à date, il a dit à date, il n'a pas rien dit. Il a dit, l'an passé, il a dit, puis cet été, il a dit, moi, je vais aller aux Olympiques. Là, il se ferme la gueule. Mais je ne serais pas surpris de le voir disparaître de Washington. Je ne serais pas surpris du tout de le voir disparaître. Faire défection à l'envers. Avant, ça partait de l'Est. Avant, ça partait de l'Est pour il va partir de l'Ouest en allant en Chine avec l'équipe. On le sait maintenant que c'est Go East Young Man. Je ne serais pas surpris de le voir. Balance et contre. Go West. Métro McGill. C'est ça. Je ne serais pas surpris de le voir disparaître. On va en entendre parler dans pas grand temps. Mais pour venir à ça, boys, c'est les Jeux olympiques cet hiver. Puis là, les équipes
On va parler de l'équipe des femmes. L'équipe des femmes, dans la catégorie femmes, au hockey sur glace, c'est à peu près juste le Canada et les États-Unis qui ont 2 grosses équipes. Après ça, pas mal loin en arrière, les Suédoises, les Finlandaises, les autres, ça se maintient toutes, même les Japonaises sont rendus là-dedans. Mais le calibre de jeu entre Canada et les États-Unis, c'est comparable. Puis après ça, on tombe dans une autre classe. C'est un peu comme ça, c'est la Ligue nationale, puis les autres équipes, c'est la Ligue américaine. L'équipe Canada, les meilleures joueuses, depuis tout le temps, c'est toujours presque des Québécoises. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils en ont tout le temps 5, 6 sur leur équipe. Mais ça fatigue le Canada à l'Est, ça. Ça fatigue. Ouais. Ça fatigue les Canadiens. Il y a trop de poulains. Puis il y a trop de frogs, là. Il y a trop de grenouilles femelles. L'an passé, il y a une grosse ligue au Canada de hockey féminin. Tu as la Ligue de l'Est, qui comprend des équipes de l'Ontario et du Québec. Puis tu as la Ligue de l'Ouest. Ça, c'est la Ligue professionnelle des femmes. Ils sont pas payés, mais ils réussissent à survivre. Puis c'est de là que viennent toutes les joueuses de hockey pour Équipe Canada. À part 2 filles qui, eux, jouent pour des universités américaines. Ne jouent pas, sont encore à l'université, ils jouent dans les universités américaines, mais qui sont invités pour... Fait que là, l'an passé, au mois d'avril, c'est le championnat canadien. C'est-à-dire que la meilleure équipe de l'Est rencontre à Calgary la meilleure équipe de l'Ouest. Là, on parle hockey élite. Fait que l'équipe qui représente l'Est, ça s'appelle les Canadiennes de Montréal. Oui. Toutes des Québécoises. Là. Toutes des petites filles qui sont âgées entre 18, 19 et 27, 28 ans. OK. Il y a deux filles de cette équipe-là, la petite poulain, 2 filles de cette équipe-là qui jouent pour l'équipe nationale du Canada. Ils jouent contre Calgary, l'équipe de Calgary, équipe de filles, championne de l'Ouest. Sur cette équipe-là, il y a 9 filles qui sont de l'équipe Canada. Fait que tu te dis, c'est fort, là. Les chiffres, regarde, c'est la moitié de l'équipe, et la moitié de l'équipe Canada au hockey féminin. Joue pour Calgary. Joue pour Calgary. Bon. Les Canadiennes gagnent la Coupe. Gagnent le championnat canadien de hockey sur glace. C'est la preuve de ce que tu avançais tout à l'heure. Pour que ça fasse partie de l'équipe, pour faire partie de l'équipe canadienne, il faut vraiment que tu sois la crème de la crème de la crème. Non, mais là, il faut comprendre. 2 filles contre 9, là. Si on y va de même, Calgary devait être bien plus fort, sur papier, du moins, que l'équipe québécoise. Mais cela dit, un mois après, les dirigeants d'équipe Canada féminin font leur liste des 28 ou des 30 joueuses hockeyeuses qui vont inviter pour le camp d'entraînement qui va débuter au mois d'août, qui a débuté il y a quelques mois, et au mois de septembre, puis qui continue. Savez-vous combien ils ont invité de Québécoises? Oui, sur 30, on a invité 4. Mon Dieu, pour être sûr de ne pas en avoir 5. On est loin de notre représentation au niveau de la proportionnalité du pays. Ça n'a aucun bon sens. Bon, Danielle Sauvageau, qui a été une des pionnières du hockey féminin au Canada, qui a joué aux Jeux olympiques, qui a été coach, puis tout ça, a sauté une coche à TVA. C'était dans les journaux. Maintenant, on est au mois de mai 2017. Elle était fâchée contre les dirigeants d'équipe Canada. Il ne faut pas oublier qu'elle faisait partie, l'année d'avant, des dirigeants d'équipe Canada pour la mise sur pied des joueurs. Là, il n'y en a plus. Il n'y a plus une Québécoise qui est avec la direction d'équipe Canada. On décide de former Équipe Canada. Présentement, en date où on se parle, il reste encore les 4 Québécoises là, c'est certain. Gardien de but numéro 1, la petite poulain, puis un autre. Puis la 4e, d'après moi, ils n'auront pas le choix parce qu'il est trop de la garder parce qu'elle est trop bonne. Ça ressort. Non, mais je les ai vus là, ramasser. Mais écoute bien, là. J'ai vu le Canada ramasser dans une partie, là, les États-Unis. Là. C'était vraiment pas drôle. Là. Ouais. Là, le Canada était rendu bien plus fort que les États-Unis dans ce match-là. Ouais. Tout ce que tu entendais, c'était des non-québécois. De la poulain. Là, je me souviens pas des autres noms. Là. C'est ça, mais c'est un autre contrôle de jeu. C'est ça. Fait que Daniel Saint-Hilaire, mon ami Daniel Saint-Hilaire, qui était coach pendant longtemps en athlétisme, puis
Daniel a rencontré, parce que là, ça vient, c'est du oui-dire. Mais je vais le dire quand même, le oui-dire. Fait qu'il a rencontré Daniel Sauvageau, lui, au courant de l'été, puis j'en avais parlé à Daniel Saint-Hilaire lors d'une rencontre. Il a dit à Daniel, écoute, Daniel, il dit, pourquoi il n'y aurait pas une équipe Québec au hockey? Il dit, ça devrait être facile de vendre la Fédération internationale. Fait qu'au lieu d'avoir juste tout le temps les Américaines puis les Canadiennes, ben, il y aurait les Québécoises là-dedans, au moins. C'est ça. Fait qu'il dit, au moins, ça ferait au moins trois équipes, tu sais, du même niveau, ce niveau comparable. Fait qu'il dit à Daniel, il dit, où c'est qu'on se classerait là-dedans? Daniel a dit, t'es-tu fou? Fais une équipe Québec. On les plante, les deux équipes. Ils se font même une équipe d'étoiles, les Canadiennes et les Américaines, bon, ils les plantent. Ah oui, certain. Ben, je suis encore enragé, je veux pas parler. Mais tu vois, c'est ça, là. Oui, on est là-dedans. Je veux pas parler. Pour pas déplaire. Ils ont tous un deuxième agenda, puis je parle pas contre Daniel, là. Non. Mais tous les athlètes québécois qui ont été de haut niveau ont tous vu la discrimination systémique, moi j'appelle ça de même, des athlètes québécois dans tous les sports d'équipe, contre des athlètes québécois. Fait que là, quand on arrive pour former une équipe, il y a encore le fameux talent égal qui arrive. Bon, les exceptionnels, ils n'ont pas le choix. Il est meilleur que toute la gang, ou il est meilleur que toute la gang. Mais même Mario Lemieux, quand il était meilleur que tout le monde au hockey junior, Équipe Canada ne le voulait même pas sur leur équipe parce qu'il ne pouvait pas s'adapter au style de jeu canadien. Et tu te souviens, Jacques Lemaire, il n'aurait pas voulu aussi, hein? Mais tout ça pour te dire que là, tu as une équipe Canada de femmes qui s'en va aux Jeux olympiques avec une représentation québécoise qui devrait être au moins à 50%. Bon, on ne demandera pas 50%, toi puis moi, parce qu'on est des bons Jack, mais on ne veut pas que le crédit du Canada soit fâché. Oui, mais c'est pas une question de quota, c'est parce qu'on connaît le talent des filles québécoises. Ouais, mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Non, mais ce que tu es en train de dire, il faut que ce soit clair pour nos auditeurs, c'est que ça devrait être 50% là, parce qu'on sait qu'elles sont... Au point de vue talent, oui. Au point de vue talent, c'est ça. Bon, équipe, un peu. Dans la période de Noël, tu as tout le temps les championnats du monde de hockey junior qui ont eu lieu les 2 dernières années à Montréal et Toronto. Ils se sont partagés les finales. Une année, la finale avait lieu à Toronto, l'année passée à Montréal. Ils avaient réussi à trouver des joueurs. Ils avaient réussi à en trouver des Québécois sur l'équipe. Normal, on jouait à Montréal, on avait monté, mais jusqu'à 5-6, là. Cette année, sais-tu combien est-ce qu'ils nous ont invité, l'équipe Québec-Canada junior? Le championnat du monde a lieu à Buffalo, dans l'État de New York. Combien? Loin de Montréal, loin du Québec, 0. T'es-tu sérieux? 0. C'est la première fois. C'est 0. Non, mais ils sont rendus... Ben oui, on dit. C'est quand on dit, là, tu as eu la montée de l'indépendantisme, tu as eu la montée d'une force au Québec où ce que le Canada avait peur. Ils n'ont plus peur. Là, c'est retourner chez vous, les esclaves. Quand vous en aurez un vrai exceptionnel, on ira le chercher. Le reste, on n'a pas besoin de ça. C'est ça. Équipe Canada Junior cette année, 0 joueur invité. Ben voyons donc. Zéro joueur. Non, mais là, c'est grave, là. C'est grave, là. C'est Oui. Tu prends des mauvaises intentions à nos amis du Canada. Regarde, nos journalistes, ils relèveraient ces faits-là quand même. T'en as un, t'as Régent Tremblay. Mais Régent s'est éloigné de tout ça depuis un bout de temps. Régent est plus en onde. Régent, il est même plus Non, il est encore en onde un petit peu. Non, il est un petit peu à l'émission de sport. Sur le 99 avec Jean-Charles. Là, puis un petit peu à TVA Sport, puis encore une page une fois par semaine ou 2, dépendant. Mais il est envoyé... Maurice Richard dans le Journal de Montréal. Mais le monde aussi... Ah, ben c'est Régent. Tu sais, je connais bien Régent, il dit, Bob, il dit, même j'ai écrit de quoi à cette heure-là, tu sais. Ils vont dire, c'est Régent, t'es un indépendantiste, tout le temps en train de chagner, puis tout ça. C'est ça. T'en as pas d'autres. T'en as pas d'autres. Puis ils le savent tous. Ils le savent tous. Ah oui, ils le savent tous. Il n'y a aucun d'eux autres qui va prendre la défense de nos Québécois. Ben là, en plus, c'est les Jeux olympiques. L'équipe Canada va avoir une équipe d'hommes aussi. Ben oui. Mais là, ils peuvent pas prendre des gars de la Ligue nationale parce qu'ils n'ont pas le droit. Fait qu'ils choisissent des gars qui viennent de finir leur carrière l'an passé puis qui jouent encore en Europe ou des Canadiens, des Québécois, on va les oublier, hein, des Canadiens qui jouent en Europe, que ce soit dans les ligues en Russie ou en Allemagne. À Dac, il y en a juste un, Maxime Talbot, qui est encore avec leur équipe, qui a joué dans la Ligue nationale longtemps, qu'on connaît.
Pas certain qu'il va faire l'équipe encore. Fait qu'on risque de se ramasser aux Jeux olympiques, là, avec 4 filles sur l'équipe du Canada, quand on devrait en avoir au moins 8, 9, 10. Peut-être juste un Québécois sur l'équipe olympique canadienne aux Jeux olympiques, puis 0 pour les championnats du monde qu'on va aller à Buffalo. Mais comment ça font les gens? Puis les journalistes ici, là, tu sais, on est plus petits. Non, il y a pas, ça existe pas. Hey, fuck you, excuse le langage. Les gars qui dirigent, là... Ah, excuse-toi pas pour moi. Les gars qui dirigent... Oh, excuse-toi pour moi. Ouais. Les gars qui dirigent Équipe Canada, là, les décideurs en haut, puis les dépisteurs dans la Ligue nationale, puis les directeurs généraux dans la Ligue nationale, c'est tous des joueurs qui jouaient dans mon temps, moi, qui nous traitaient de fucking frog. Fait que penses-tu que leur mentalité a changé, eux autres? Pas en tout. Non. Ça existe encore. Il y a certaines équipes, des Flyers de Philadelphie ont toujours repêché beaucoup de Québécois, ils le font encore. Je suis pas d'accord avec toi, Robert. On est dans un Canada ouvert, multiculturel, tolérant. Ça peut pas exister ce que tu décris. C'est en plein ça. Je pense que tu dépeins un portrait très, très sombre. Il faudrait qu'on aille faire un tour. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille... j'apporte ça là, comme idée parce que c'est la première fois que je viens à votre émission où je vais être de retour, j'espère, si vous me réinvitez à tous les semaines. Là. Ben là, il faudrait qu'on aille faire un tour dans les prochaines semaines. Mais là, je vais vous annoncer de quoi. Oui, il y en a un journaliste d'enquête qui m'a contacté. Il dit, Bob, là, il dit, un très grand documentariste. Il fait des documentaires pour la télévision. Ça passe à Radio-Canada, ça passe à TVA, ça passe un peu partout, puis même à travers le monde. Je vous donne pas son nom encore. Je suis en train de travailler un dossier. Puis, oui. On va sortir un dossier sport avec tous les faits, puis on va aller beaucoup plus loin que juste le hockey sur glace. Bon. Toute discrimination qu'il y a eu, puis on veut mettre ça, il veut mettre ça. Là, tout ce qu'il fait, là, présentement, là, c'est chercher. Là, c'est là qu'il y a le problème. Un réseau pour diffuser. Puis le titre de l'émission, du documentaire, Fucking Frogs. Oh, que ce serait Oh là là. Ah ouais. Oh, que Tu penses que ça va passer, toi? Lui, là, ben, à cause de son nom, parce qu'il y a... Tu sais, c'est pas un débutant. Là. Si c'était un débutant, j'aurais dit, regarde, oublie ça. Là, mais le gars, là, il y a comme une cinquantaine de documentaires, là, de produits qui... Mais tu penses que ça passerait avec ça? J'ai dit, écoute, t'es fou, pas mal. Mais il dit, Bob, c'est ça. Ouais, il dit, Bob, il dit, je peux pas me nommer autrement. Moi, j'ai dit, ben là, non, ça, discrimination systémique envers les Québécois. Tu voyais, là, je suis très d'accord avec ton contact. Puis lui, là, il m'a dit, non, Bob, il dit, c'est fucking frog. Il dit, quand je t'ai appelé, quand je t'ai envoyé, parce qu'il m'a rejoint par Messenger, tu sais, sur... Puis il dit, je t'ai dit, regarde... Donne-moi donc ton téléphone. voici qui je suis, voici ce que j'ai fait, puis voici ce que j'ai idée, j'ai lu ton livre, j'ai fait des recherches, je pense que t'es le seul qui peut m'aider à ça. Puis il dit, voici mon documentaire, Fucking Frogs. Ça serait excellent. Excellent. C'est certain. Juste avec le titre qu'il veut donner, je sais qu'il est bien engagé pour faire quelque chose qui a de l'allure. Ben, on voit tout de suite qu'il a tout compris, puis il s'enligne là-dedans. Ah, puis, j'espère que tu ne comptes pas de baba. Ben non, ben regarde, je peux inventer des histoires, mais celle-là, là, tu sais, celle-là, là, ben je vais vous en donner plus d'une nouvelle. Fait que c'est possible que on se trouvera un temps de libre. Oui. Parce qu'il va y avoir un match des Canadiennes. Oui, j'aimerais ça. On va aller les voir jouer, on va communiquer avec eux avant. Parce qu'ils ont quand même un bureau, une attachée aux médias, tout ça. Puis je vais me présenter, je vais dire qu'est-ce que je suis. Puis j'aimerais ça venir interviewer les joueurs, qu'est-ce qu'ils pensent de la formation d'équipe. Je veux pas les piéger, là. Je vais y arriver, je vais dire, regarde, là, moi c'est Bob Sirois, c'est ça. Puis qu'est-ce que vous pensez, mademoiselle, comment ça se fait que telle joueuse sur votre équipe, puis telle autre n'est pas là, sans aller parler aux petites filles qui devraient être là, mais à leurs coéquipières. Leurs coéquipières, eux autres vont parler. Oui, c'est vrai. La joueuse elle-même, la hockeyeuse elle-même, elle ne veut pas faire de vagues. Elle ne veut pas faire de vagues parce qu'elle espère toujours, tu sais, qu'ils vont l'appeler en cas de blessure, n'importe quoi, tandis que les coéquipières vont dire, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens, bien meilleur que celle-là. Ben,
moi, je pense qu'on peut s'apporter une petite enregistreuse, faire ça, puis y aller, même qu'on pourrait peut-être, à un moment donné, dans le courant de l'hiver, quand les Jeux olympiques arriveront, parce que là, on parle sur une longue période. Oui. Oh, oui. Justement, revenir avec ça, puis peut-être inviter une des petites filles venir ici, puis nous parler de ça. Parce que Oui. ça va être... Oui. Ça Très, va être très bonne idée, Bob. très, très, très faisable. Puis, écoute, j'ai travaillé fort, d'ailleurs, hier soir avec Jean-Marc, afin de mettre sur pied un système téléphonique avec Radio Infocité à distance, donc qui pourra fonctionner aussi, qui pourrait nous permettre éventuellement d'ouvrir les lignes ou encore d'avoir D'accorder des entrevues. là. ou d'avoir un invité d'avoir un invité comme ça, effectivement, une entrevue ou un invité en ligne. Donc ça pourra être possible de le faire là, parce que on a bisouné vaillamment Jean-Marc et moi à cette fin. Là, je vais terminer dans le sport. Oui, je t'en prie. On va je t'en dans prie. toute la... Oui. Fait que moi, souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est quoi, Bob, là? T'as haï les Anglais, tu t'es fait fourrer quand t'étais au hockey, t'as pas eu ta chance. J'ai eu ma chance, puis y a pas le choix. C'est le deuxième marqueur de l'équipe. Tu fous pas le deuxième marqueur de l'équipe, même si c'est une grenouille, tu sais. Mais c'est que j'ai vu tellement de discrimination envers nos athlètes au hockey. Je l'ai vu avec des joueurs contre qui j'ai joué, des Québécois qui étaient talentueux, puis j'ai vu dans quel tordeur qu'ils ont passé avec les organisations. C'est de même que ça m'a amené à écrire ce livre-là. Mais après ça, j'ai découvert tous les autres sports au Canada, parce que j'étais pas ici tout le temps non plus, parce que je voyais certaines discriminations incroyables. Je me disais, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. À partir de là, je suis très indépendantiste, vous le savez, vous autres aussi. J'ai toujours trouvé que, à quelque part, le sport, tu sais, la seule place que tu entends l'hymne national, on l'entendait à la petite école avant, mais on ne l'entend plus, je pense pas, là. Mais l'hymne national, tu l'entends dans des événements sportifs. C'est vrai. Le sport, c'est ça que de rassembleur pour une nation. On va le voir avec les Jeux olympiques, on le voit avec les championnats du monde de foot, on le voit avec les championnats du monde de rugby, quel que soit. Une nation s'identifie à ses athlètes, à ses sports et à ses athlètes, à ses champions. Le Québec, puis c'est là que je m'en viens avec un événement que je suis en train de créer avec des gens, vous allez comprendre. Pour moi, quand quelqu'un arrive ici, qui viennent de Grèce, d'Italie, du Maghreb, d'Haïti ou d'ailleurs, ces jeunes-là, puis on le sait, on est dans le multiculturalisme, ils se ramassent tous dans leur ghetto, ils restent ensemble parce que la famille est là, puis des amis sont là, puis ils restent à l'intérieur de leur communauté, puis leur pays d'accueil, ben c'est le Canada. Comment leur faire comprendre qu'ils arrivent ici, dans une nation, parce que le Canada, c'est deux nations. On va essayer de nous brainwasher, là, puis dire, non, on est tous des Canadiens. Ben, on était, nous, des Canadiens avant, eux autres, c'est des Britanniques. Maintenant, c'est rendu des Canadiens, parce qu'ils sont tous mélangés. Puis nous, on est des Québécois. Comment faire comprendre à ces gens-là qu'on est une nation, puis qu'ils font partie de nous, puis comment les intégrer? Il y a une place. C'est mon discours depuis 7 ans. Ben, c'est vrai. C'est le sport, puis j'ai été invité il y a environ 5-6 semaines, à la fin du mois de septembre, par des amis marocains. Je vois ça sur Facebook, puis je like. Je clique, j'aime. Grande affiche. L'équipe nationale du Maroc, hockey sur glace, contre l'équipe nationale d'Algérie. Oui, je me suis, j'ai vu ça passer. Là, je regarde ça, puis c'est tous des gars que je connais. Des Maghrébins musulmans, indépendantistes. Ben, ça existe. Il y en a. Ils ont à cœur notre nation autant que nous. Ils sont très bien intégrés ici. Fait que j'ai reçu un petit message en privé. Bob, on aimerait ça t'inviter pour la mise en jeu lors de ce match-là. Écoute, c'est l'équipe nationale de hockey sur glace du Maroc, là. On s'entend-tu, là? Qui joue contre l'équipe nationale de l'Algérie. Ils font partie de la Fédération internationale de hockey sur glace, eux autres, là. C'est pas gang de chums, là, de Saint-Léonard contre un autre de Laval, de Chamédé, puis on va aller jouer au hockey. Non, Non, mais là, ça veut dire que ça leur prend leur citoyenneté marocaine ou algérienne pour en faire partie. C'est des vrais Algériens, des vrais Marocains. Fait que l'équipe du Maroc
est composée presque entièrement de Québécois marocains, avec 3 Marocains qui ont grandi au Québec, mais qui vivent au Maroc maintenant. Mais c'est l'équipe nationale du Maroc. Ils jouent à chaque année le championnat du monde d'Afrique de hockey sur glace. L'Algérie, par contre, la moitié de l'équipe, c'est des Québécois algériens, mais l'autre moitié de l'équipe viennent de France, parce qu'ils jouent au hockey en France. Parce que nous autres, on pense que juste au Québec qu'on joue au hockey, tu sais, puis au Canada, vous êtes un petit peu en Russie, par ailleurs, mais en France, t'as quand même 30 000 jeunes qui sont inscrits dans la Fédération française. T'en as 100 000 au Québec, t'en as 30 000 en France. Là. C'est quand même... c'est un bon bassin. Sur un bassin de 70 millions de personnes, ils sont capables de quand même aller en chercher un peu. Puis il y a une ligue professionnelle qui attire dans les Alpes, mais à Bordeaux aussi, pas juste dans les Alpes, qui attire beaucoup de monde. Fait que t'as des Algériens, français, qui jouent au hockey là-bas, qui sont d'un bon calibre. Fait que moi, je dis, écoute, faut que j'aille voir ça, là. L'équipe nationale du Maroc, l'équipe nationale d'Algérie, voit le calibre de jeu et tout ça. Le centre Laval contient à peu près 2000 personnes. Fait qu'ils ont fait asseoir tous les gens du même côté parce que c'était télévisé. Pour envoyer là-bas, puis pour leur télévision locale qu'ils ont ici. Fait que t'avais à peu près 700-800 personnes. 700-800 personnes. Avec leur drapeau comme au foot. Leurs petits fanions, leurs couleurs, les foulards. J'ai compté dans les 800 personnes à peu près 10 femmes qui portent un voile. Le reste sont québécoises comme moi pis toi. Mais là, quand le match a commencé, première chose, calibre de jeu, junior 3 à peu près. Fait que c'est quand même des gars qui ont joué, qui savent jouer au hockey. Mais c'est la foule. Là, je me pensais, Québec contre Montréal, les Nordiques contre le Canadien, les Algériens dans les bars, puis ils comprennent toute la game. Ils comprennent toute la game. Sont adaptés à nous. Puis les jeunes, je suis allé dans les vestiaires, tout ça, puis j'en ai 7-8 qui sont devenus mes amis Facebook, puis de là m'est venue l'idée. J'ai approché Lamine Foura, qu'on voit des fois, là, qui est journaliste ou radio, Barek Kadouri, qui s'est présenté aux élections pour le Bloc dans Laval. Un paquet de Farah, en tout cas, plein de Maghrébins que je connais bien, des musulmans. Là, j'aurais dit, écoutez, boys, j'ai un complexe sportif, moi, maintenant, à Piémont. Pas moi tout seul, là, j'ai des associés, FlexCourt, Island, Canada. J'ai dit, pourquoi qu'on n'organise pas sur une petite échelle, parce que vous autres, vous avez compris. Vous autres, les gens qui venaient du Maroc, qui venaient de l'Algérie, vous avez compris une chose. Faut que vos jeunes jouent au hockey pour s'intégrer avec les Québécois ici qui apprennent leur sport. Jouer au football, au soccer, mais il faut qu'ils fassent du sport des jeunes Québécois, de toute nationalité, de toute région. Je termine là-dessus. On va mettre sur pied, on est en train de mettre sur pied les Jeux olympiques de la jeunesse québécoise à mon complexe sportif de Piémont cet été. Avec 12 nations, toutes des petits jeunes, âgés entre 10 et 16 ans, dans différents sports d'équipe et sports individuels, qui va durer sur une semaine pendant les vacances de construction. Avec à peu près une quinzaine de jeunes, de chacune, qui viennent de ces pays-là, mais qui sont des Québécois ici. Ce sont tous des Québécois, mais tu vois des Québécois suisses, tu vois des Québécois marocains, algériens, haïtiens, tout ça. Mais c'est ça notre nation maintenant. Absolument. Ils vont tous avoir un uniforme de leur pays, mais avec le fleur de lys sur l'épaule. Ben, c'est ce que je m'en ai dit. Ça serait important qu'il y ait une représentation québécoise. C'est les Jeux olympiques de la jeunesse québécoise. C'est de même qu'ils vont tous se mêler ensemble. Oui, mais là, j'ai un petit problème, par contre. Ouais. Y a-t-il une équipe du Québec? Ben oui. Puis si le gars, c'est un Italien québécois... il va y avoir une équipe... Ce sont tous des Québécois, d'accord avec moi? Oui. Et si tu parles d'une équipe Québec blanc, tricoté, c'est serré... ça, tu peux pas faire ça. C'est le gros dilemme avec lequel on joue présentement. Tu as bien raison. D'en faire une ou pas. Oui, est-ce qu'on en fait une ou tous ceux-là qui sont là, ce sont tous des Québécois de toute façon. C'est ça. Est-ce qu'on commence à différencier qui est Québécois? Est-ce qu'on va prendre
un anglophone, un Amérindien, puis 9 blancs tricotés serrés, pantoute. Je pense qu'on n'en fera pas nécessairement une. Il va en avoir sur toutes les équipes. Parce que, à quelque part, on a tous des descendants de quelque part. Moi, je te propose qu'on rediscute de ça à une prochaine émission parce que je trouve ça intéressant. Mais en même temps, moi, j'y vois peut-être des élans de multiculturalisme. Non, c'est... Mais je te propose qu'on s'en jase. On fait une petite pub et tout de suite après, je reviens avec le dernier court segment d'émission, environ une dizaine de minutes, où je vous fais ma chronique. De retour dans un instant. Tu branché? Ça marche plus, mon affaire. Les Jeux du Canada. Est-ce qu'on est en onde, là, parce qu'on va continuer à parler? Oui, mais je pense que oui, mais c'est parce que ça... Je sais pas, je m'entends... Les Jeux du Canada ont été formés par Pierre-Éliott Trudeau qui a eu cette idée-là en 1967. Il a dit, je vais faire les Jeux du Canada. Chaque province va s'affronter. Puis la province gagnante va gagner le drapeau du Canada. C'est Canada pour aujourd'hui, c'est encore ça. Oui. Alors, on y va. Les gars, continuez, je vais en fumer une dehors, parce que... Et j'avais oublié que suite à la recommandation de mon chroniqueur et bon ami Claude Veilleux de baisser le son sur la dernière tune, j'avais oublié de le remonter, alors je mettais des publicités avec le son fermé. Ça va jamais très bien. Alors vous voyez que je suis néophyte en la matière lorsqu'on parle de régir la technique. Pourtant, tu sais que t'es connu comme quelqu'un qui est full techno, tu sais. Oui, je le sais, mais c'est parce que j'ai tellement de bidules en même temps à faire. Je tapais à un côté, je mettais l'émission en ligne sur... et là, je fais une intervention avec toi ou avec Robert. Part la toune, part en Mais pause, là, il va falloir vraiment engager une femme, là. Ouais, Qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Parce que les gars, nous autres, là, on est unidirectionnels. Il nous faut une Ça créature prend une femme. tentaculaire. C'est ça. Ben, une femme, ça peut faire bien des choses à la fois. C'est un cerveau, une femme, nous autres. Nous autres, là. Contrairement à l'Arabie Saoudite, nous autres, on se pose plus la question. Nous le savons fort bien en tant que Québécois. Alors, mesdames, messieurs, pour ce dernier, segment d'émission, puisque je vais vous avouer candidement que contrairement à habituellement où je suis très structuré, très préparé, j'ai dû escamoter et faire ça relativement rapidement, j'ai quand même un sujet dont je voulais vous faire part et discuter avec toi, Claude, entre autres, qui est le dossier de Nathalie Normando. Alors, vous savez, dans toute l'histoire avec Guy Ouellette, il y a l'avocat de Nathalie Normando qui aujourd'hui a manifesté son intention de demander un arrêt des procédures dans le cas du procès de Nathalie Normando, et ça pour plusieurs motifs. Bien sûr, il y aurait le fait, les longs délais qui tournent autour de ça, avec l'arrêt Jordan qui serait invoqué. Alors, je vous lis ce qui suit rapidement. Maître Olivier Desjardins, qui représente l'ex-vice-président de Roche et ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté, a dit attendre depuis 10 mois un rapport qui serait à l'origine de fuite. Il y a des informations policières qui ont notamment coulé dans les médias concernant l'enquête mâchurée et l'ancien premier ministre Jean Charest et l'ex-collecteur de fonds Marc Bibot et les échanges de courriels entre Sam Hamad. Alors, ce sont tous des arguments qui viendraient militer vers un arrêt des procédures. Et ensuite, l'avocat de Mme Normando, Maxime Roy, a dit aux journalistes qu'il avait l'intention de déposer une requête en arrêt des procédures en raison des fuites d'informations. Check bien la patente, Claude. Comme je disais tout à l'heure. Avec, effectivement, et regarde, moi, c'est écrit dans le ciel, ce qui est sorti présentement. Si jamais il advenait qu'il y ait des accusations qui soient déposées contre Charest, qu'on soit capable de remonter, même s'il est supposé avoir un plafond de verre là, qui empêche, qu'on serait pas supposé être capable d'aller plus loin que Nathalie Normando au niveau des accusations. Mais imaginons une seule seconde que l'UPAC ait eu accès à des informations qui permettraient potentiellement d'inculper Jean Charest
on pourrait comme invoquer à ce moment-là qu'il y a des informations qui ont été coulées. Et puis là, l'objet, quand on disait tout à l'heure que quand on fait fuiter l'information comme ça, parce que là, c'est drôle, c'est l'UPAC qui accuse Absolument. Guy Ouellette de faire fuiter de l'information, mais on l'arrête et c'est su par les médias, donc c'est ça qui fuit. C'est incroyable. Déjà, tu comprends-tu? C'est ça qui est beaucoup plus grave que ce qu'aurait fait fuiter si le cas étant Guy Ouellette. C'est vraiment n'importe quoi. Et ça, c'est fait exprès. Ça, quand ça arrive, là, c'est pour faire avorter, c'est pour empêcher de transpercer justement ce plafond de verre. Oui, mais qui est en charge? Qui est en haut de tout ça, qui décide, qui dit, mettons, si je suis le raisonnement, qui dit à Lafrenière, là, Lafrenière, tu vas faire ça. Ou c'est-tu lui, Lafrenière, qui décide lui-même? Moi, je vais faire ça. Il pourrait le décider de lui-même, mais tu sais que dans toutes ces affaires-là, remontez aussi loin que vous pouvez, là, chaque fois, souvent, on apprend parce que on finit par le savoir, l'histoire finit par nous le montrer, qu'il y a tellement de gens qui sont touchés, qu'il y a des gens qui sont pas si mal intentionnés que ça, décident de faire fermer la shop. Parce qu'il y aurait trop de personnes qui sont touchées. Je ne dis pas que là, c'est le cas, ici, là, mais ça arrive souvent. Tu sais, rappelez-vous, là, je reviens souvent avec ça, la comtesse de Montespan, là, quand Louis XIV a décidé, c'est tellement grave, les enlèvements d'enfants, la pédophilie, par exemple, dans le temps de Louis XIV, là, il avait créé ce qu'on appelle la chambre ardente des juges, là, enquêteurs spéciaux. Puis à un moment donné, c'était tellement grave qu'il s'aperçoit que même sa femme est là-dedans, fait des messes noires avec des bébés éventrés sur son ventre. Il en est pris ça va le tuer. Et finalement, il fait tout brûler. Lui-même, il fait tout brûler parce qu'il y aurait trop de gens commis là-dedans dans les plus hautes sphères de l'État. Alors, c'est souvent ça qui arrive à un moment donné. Là. Il y a trop de gens qui sont trop haut placés et ça risque de les exposer. Il y a beaucoup d'intérêt. Une relance là-dessus. Alors, le dossier du Chesneau, sous-scellé pendant 80 ans. Ça veut dire quoi, ça? C'est une autre affaire, ça. 80 ans, on va tous être morts. Hein? C'est bon, puis même nos enfants. C'est ça, exactement. Ça fait partie de ces... Ça fait partie de la même affaire. Regarde, l'assassinat de John F. Kennedy, on dit que là, maintenant, on autorise des documents, mais on les autorise pas tous. C'est la même chose. Mais Trump nous a promis qu'il allait publier l'intégralité des documents, ce qui reste à voir. Ouais, Clinton avait promis les extraterrestres, on les a pas vus. On attend toujours nos martiens sur une rue près de chez vous. Dernier sujet que je veux discuter rapidement avec vous. Ottawa dénonce la hausse du Québec bashing. Alors, on en a parlé un petit peu de cette... De ce sentiment peu recommandable à l'endroit des Québécois dans le sport professionnel, mais il y a eu toute une série d'articles cette semaine qui a été faite dans le cadre du Journal de Montréal qui parlait du Québec bashing dans l'Ouest canadien, plus particulièrement en Alberta. Il y a un profond sentiment anti-québécois qui tourne autour, dans le fond, de l'échec de Enbridge, du pipeline de l'oléoduc de Enbridge, et ce profond ressentiment donc se manifeste, et il y a, semble-t-il, de nombreux Québécois qui travaillent pour des compagnies pétrolières ou encore d'autres industries en Alberta et qui sont littéralement systématiquement dénigrés. Ne serait-ce simplement, non pas parce qu'ils parlent français sur place, mais bien parce qu'ils parlent anglais, mais avec un accent. Ils disent, you're a French frog from Quebec, et à partir de là, il y a comme toutes sortes d'histoires d'horreur là qu'on a pu lire dans les journaux. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça ou non? Écoute, moi j'ai une mauvaise habitude qui remonte à la publication de mon premier livre, mais celui-là qui est sorti en anglais, qui était la version anglaise de Québec mis en échec, où mon éditeur était pas politiquement correct. Le titre, c'était Discrimination in the NHL against French Canadians. Pas compliqué, hein? Let's call it like it is. C'est ça. J'ai été invité, là, on revient en 2010, là, par tous les grands réseaux canadiens. C'est certain, là, je les accuse, hein, fait que on va se défendre. Mais lui, Robin Philpot,
on connaît tous Robin. Il y a une maison d'édition. Fait que c'est Robin qui m'avait édité en anglais, publié. Tous les journalistes qui voulaient me parler devaient, lire mon livre. Fait que Robin leur envoyait ça par UPS, il le recevait le lendemain. Les gars passaient à travers le livre, puis ils me réinvitaient. Les médias anglais, j'ai passé une semaine à Toronto. Faites le tour, là, les postes de radio, télévision, les émissions, tout ça. Sais-tu que c'était quoi? C'est que c'était unanime. J'avais raison. But what can we do, Bob? You're right. CBC, Radio-Canada, eux, pensaient faire un gros coup. On va confronter Sirois à Don Cherry. Ah, ça j'aurais aimé ça. Don Cherry a refusé, puis il m'a téléphoné, Don. Ah oui? Écoute, j'ai joué dans son temps, je vois comme ça, puis... Fait qu'il dit, Bob, il dit, I can't go there. Écoute, je recevais 50 000, lui, ici, là. CBC, là, c'était le gros débat télévisé, Bob Sirois contre Don Cherry. Don Cherry était pour défendre les Canadiens anglais, puis on n'est pas des racistes, puis on est des bons jacks, puis on vous aime. On a dit au téléphone, Bob, I can't go on TV against you. The fuck, they'll all laugh at me. You are right. He said, I just finished reading your book. He said, you're 100% right. But he said, I'm not going to go there and look like a clown. I already look like a clown. Il disait, là, je peux pas aller contre toi, t'as raison. J'ai lu ton livre, t'as raison. Puis moi, je passe pour un clown, mais toi, t'as raison. Mais Don Cherry, tu sais, il faut le comprendre aussi. Il dit, bah, mais Jude Laine est un clown. Mais là, il dit, ils vont avoir raison. Il dit, they'll be right to say that I'm a clown. Il dit, I can't go there. Il dit, sorry. Il dit, 50 grand is 50 grand. Il dit, I would take it also, but il dit, I can't do that. Mais moi, je vais répondre de Quelle belle façon de terminer. L'émission, il était 58, on est en train d'étirer, on embarque d'ailleurs, on est presque sur le robot. C'était une belle première émission en ta compagnie, Bob. Puis, merci beaucoup. Très hâte de renouveler l'expérience. On vous remercie infiniment d'avoir été en notre compagnie au Chien Fou, cette deuxième de la saison. On vous donne rendez-vous mardi prochain dès 19h en compagnie de nos chroniqueurs et restez sur les ondes puisque dans un instant, c'est le Journal du Soir avec François Saint-Louis, Steve Fortin et son invité Lino Zambito. Alors, excellente soirée, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. C'est la pire des envies, c'est la